Bonsoir tout le monde encore, bienvenue dans Takana Academy. Et quand on parle de Takana Academy, c'est l'excellence en miniature, l'excellence en question. Donc, pour vous donner des cours, des contenus qui vont vous permettre d'affronter le baccalauréat qui va bientôt se passer au Sénégal. Donc, nous avons fait l'autre jour un cours sur la dissertation avec une introduction. Voilà, là, je peux rappeler ça brièvement, ce qu'on avait retenu en 30 secondes. On avait dit art de la communication. Donc, le sujet est là, s'exprimant au sujet de la littérature. Alain Mabankou, écrivain congolais, déclare, moi, je ne fais pas de la littérature. Je ne fais pas de la littérature pour libérer le peuple africain. Je fais de la littérature parce que j'ai mal quelque part. Voilà le libellé. La consigne, c'était, après avoir démontré qu'un auteur peut centrer sa production littéraire sur des préoccupations qui lui sont personnelles et intimes, ça c'est la thèse, vous montrerez qu'il peut s'en servir pour la défense des opprimés et la lutte pour la liberté. Et en dernier lieu, vous mettrez en lumière la capacité de l'écrivain à offrir un épanouissement ou une distraction à son lecteur. Donc, chers élèves, aujourd'hui, nous allons revenir sur le développement. Et quand on parle de développement, c'est en quelque sorte ce qu'on appelle le corps du devoir. Le corps du devoir. Donc, avec des séquences, hein, chers élèves. La première séquence va être ce qu'on appelle la littérature intime. La littérature intime. La littérature intime. Quand on parle d'intimité, nous sommes dans la littérature personnelle. Voilà donc en gros ce qu'on doit voir aujourd'hui. Donc, quand Alain Mabankou disait, moi, je ne fais pas de la littérature pour libérer le peuple africain, je fais de la littérature parce que j'ai mal quelque part. Donc, ça, c'est une déclaration. C'est une prise de position personnelle qui montre que l'écrivain n'a pas le droit, n'a pas la possibilité de s'insurger contre tout ce qui touche à la société, tout ce qui touche au peuple. Il a toujours une chose à faire valoir, c'est ce qui est intime en lui. Voilà donc le développement qu'on va essayer de faire. Maintenant, pour le développement aussi, je reviens un peu sur ce qu'on appelle le schéma argumentatif. C'est essentiel et fondamental. Quand on parle de schéma argumentatif, c'est ce que d'aucuns appellent le schéma qui permet aux élèves de produire un travail qui est réellement euh, condensé, qui est réellement pris en compte à un, par rapport à un bon fonctionnement de notre argumentation. Rappelez-vous que la dissertation est un texte argumentatif. Et quand on parle de texte argumentatif, on cherche à convaincre. Donc, il faut d'abord ce qu'on appelle une idée générale. L'idée générale, c'est quoi? Comme ici dans le texte, Alain Mabankou dit, moi, virgule, je ne fais pas de la littérature pour libérer le peuple africain, je fais de la littérature parce que j'ai mal quelque part. L'idée générale, ici, peut tourner autour de la question selon laquelle l'écrivain a une seule possibilité à faire valoir, c'est exprimer ses ressentis, exprimer son mal-être et dire à haute voix ce que lui, il ressent personnellement et individuellement. Là, c'est l'idée générale. Mais il nous faut aussi ce qu'on appelle un argumentaire. C'est ça qu'on appelle idée secondaire, IS. Les idées secondaires, c'est quoi? C'est qu'on ne donne pas une information comme ça. Après avoir donné une idée, on l'explique. C'est-à-dire, on essaie d'argumenter ça avec des exemples après. Mais avant les exemples, c'est les idées d'abord, qu'on appelle argumentaire. Et l'argumentaire est essentiel et fondamental pour convaincre. Parce qu'il y a des élèves qui pensent qu'il faut toujours des citations, des citations. Non, on donne une idée, on l'explique avant de donner ce qu'on appelle exemple. Là, c'est la troisième étape, ce qu'on appelle exemple. Exemple. L'exemple peut être une citation, l'exemple peut être un
un roman ou une œuvre d'une manière générale. Voilà en gros ce qu'on appelle le schéma argumentatif. Idée générale, idée secondaire, exemple. Donc, nous, on va essayer de voir comment est-ce qu'on va traiter ce chapitre-là. Donc là, c'est la première séquence qu'on appelle la littérature intime. Donc, il faut retenir que la première séquence à faire aujourd'hui, c'est la littérature intime. Donc, moi, je dirais, l'écrivain tire sa source de sa vie intime. Voilà une idée générale. L'écrivain tire sa source de sa vie intime. Maintenant, je dis ça, je ne dis pas cette idée-là seulement, mais je dois l'expliquer. Point. Il cherche à se confier, par exemple, il cherche à se confier pour se libérer du joug de la souffrance intérieure. Là, c'est une idée secondaire. Donc, il cherche à se confier pour se libérer du joug de la souffrance intérieure. Point. On peut dire aussi qu'il semble être égoïste, car il ne s'intéresse pas trop aux questions de l'heure. On peut continuer avec des idées secondaires en disant qu'il a besoin de se confesser, il a besoin de se confier. Donc, il a mal quelque part. Donc, c'est ça qui pousse l'écrivain à prendre sa plume. Là, c'est des idées secondaires que nous allons développer. Maintenant, après avoir développé ces idées secondaires, place maintenant à l'exemple. Et les exemples qu'on peut donner sont nombreux aujourd'hui pour la littérature intime. On peut citer les œuvres autobiographiques comme romans. Je peux citer au minimum trois, trois œuvres. Trois œuvres qui sont des œuvres clés. Et ces trois œuvres-là, on peut les citer. On peut prendre par exemple le Baobab fou. Le Baobab fou de Ken Bougoul. C'est une œuvre qui est autobiographique car Ken Bougoul nous invite dans son fort intérieur pour nous parler de sa vie intime. On peut prendre aussi l'exemple Kamaralai, l'enfant noir. Ça aussi, c'est une œuvre autobiographique. L'enfant noir. On peut aussi prendre une autre œuvre autobiographique qu'on appelle Les Confessions de Jean-Jacques Rousseau. Ça aussi, c'est une œuvre qui est une œuvre autobiographique. Donc voilà trois exemples qu'on peut prendre pour étayer notre argumentation. Si on prend le roman. Maintenant, si c'était la poésie, on peut convoquer ce qu'on appelle la poésie intime avec les romantiques. Si vous vous rappelez bien, on peut prendre Hugo dans les Contemplations, qui a pris vraiment son destin en main pour expliquer tout ce qu'il ressent dans certains poèmes suite à la mort de sa fille Léopoldine, comme celle qui est restée en France, comme Demain dès l'aube. C'est des poèmes qui montrent que le poète est chagriné et il a besoin des lecteurs, il a besoin de se confier, il a besoin aussi de se confesser. Mais aussi et surtout, on peut prendre l'exemple de Montaigne, qui nous disait dans les essais, lecteur, je suis moi-même la matière de mon livre. Quand un auteur vous dit, lecteur, je suis moi-même la matière de mon livre, c'est parce qu'il est dans une posture de quelqu'un qui n'invente pas ses histoires, qui n'invente pas ce qu'il écrit, mais c'est du vécu. C'est du vécu. Dans ce cas, l'auteur est en quelque sorte un être qui puise de sa vie intime toute sa source d'inspiration. Donc, dans la première partie, dans la première séquence, c'est ça qu'on doit retenir. Donc, je reviens un peu sur cette séquence-là, la littérature intime. Et quand le sujet porte sur la littérature, il faut savoir que vous avez une panoplie de repères, d'arguments que vous pouvez prendre dans le roman, dans la poésie, dans le théâtre et dans les sous-genres comme le conte ou la fable et autres. Donc là, l'élève ne dira pas le roman ou la poésie, l'élève va dire la littérature, l'œuvre littéraire ou l'écrivain. Dans ce cas, l'écrivain est un être qui est un peu égoïste selon certains. Bien que ce n'est pas égoïste, parce que Hugo va dire insensé qui croit que je ne suis pas toi. Quand je vous parle de moi, je vous parle de vous. Donc là, on peut revenir sur ça. Mais l'essentiel est que le poète, ou bien l'écrivain d'une manière générale, est un être intime, est un être qui puise dans son intimité pour écrire ses œuvres. Et j'ai pris l'exemple des romans autobiographiques qu'on peut il y a énormément de romans autobiographiques. On prend aussi l'exemple des poètes qui sont lyriques, voilà, la poésie lyrique avec les romantiques.
avec aussi, surtout les humanistes. On peut prendre l'exemple de Ronsard, lui qu'on appelait le poète de l'amour, et ensuite les surréalistes aussi. Il faut aussi parfois varier les exemples. Quand on prend les surréalistes, beaucoup de poètes surréalistes ont été dans le lyrisme. Oui, donc on peut changer les exemples. C'est pas seulement les romantiques qui ont été lyriques. Bronsard a été lyrique, de même que Dubélé. Si vous vous rappelez dans son recueil Les Regrets, ça, il nous parle de ses regrets lors de son voyage en Italie, avec des poèmes comme Heureux qui comme Ulysse, ou bien des poèmes comme ces vieux singes de cour qu'il compare aux courtisans qui ne savent rien faire, sinon en leur marcher les princes contre-fer. Ça veut dire quoi? Ils sont presque hypocrites, ils sont dans la mesquinerie. Donc ça, c'est des thèmes qui intéressent l'écriture parce il a mal quelque part. L'exemple de Dubélé est édifiant. Dès son séjour, il se rappelle même de son village natal comparé à la ville ou bien à ce qu'il voit en Italie. Donc voilà en gros ce qu'on peut retenir dans la poésie, dans la littérature intime où l'écrivain n'est pas un être qui se soucie de la société ou bien des autres questions littéraires, mais il est juste et tout juste quelqu'un qui parle de ses sentiments, qui parle de ses émotions, qui parle de ses états d'âme, qui nous fait revivre tout ce qu'il a vécu dans son intimité. Donc, je répète un peu ce qu'on appelle le schéma argumentatif pour cette séquence-là qu'on appelle la littérature intime. Là, on peut donner une idée générale, comme l'écrivain tire sa source de sa vie intime. Ça, c'est une idée générale. Pour développer l'idée générale, on a besoin des idées secondaires, comme il cherche à se confier pour se libérer, voilà, du joug de la souffrance intérieure. Il semble être un égoïste qui ne s'intéresse pas trop aux questions de l'heure. Voilà donc des idées secondaires qui peuvent étayer l'argumentation. Maintenant, l'exemple qu'on donne, c'est les exemples autobiographiques, ou bien les romantiques, ou bien Montaigne, ou bien même les humanistes. On peut prendre un exemple, deux exemples pour mieux étayer. Il ne faut pas aussi trop penser aux citations. Il faut aussi parfois varier, avoir des citations, mais aussi avoir des œuvres. Parce que vous avez des œuvres au programme. Depuis la seconde, vous avez des œuvres au programme. Par exemple, les regrets. Vous avez déjà vu ça en seconde. Et terminal, comme on dit, on termine. On termine en faisant ce qu'on appelle un large éventail des œuvres déjà étudiées en classe depuis la seconde jusqu'à la terminale. Donc, si vous prenez les regrets, c'est bon. Si vous prenez aussi d'autres œuvres, comme par exemple les œuvres autobiographiques, j'ai cité l'exemple de l'enfant noir Kamara Lai, j'ai cité aussi l'exemple de Ken Bougoul dans le Babafou, les confessions de Jean-Jacques Rousseau, ou bien la confession d'un enfant du siècle d'Alfred de Musset. Ça, c'est des œuvres qui retrace le vécu quotidien de son auteur. Voilà donc de façon ramassée ce qu'on appelle la littérature intime. Quand on parle de intime, c'est personnel. Quand on parle de intime, c'est donc quelque chose d'intérieur. Alors, l'écrivain est juste quelqu'un qui fait partager ses sentiments, ses états d'âme, pour que aussi, comme l'avait dit Mariam Abba, se confier noie la douleur, comme l'avait dit Mariam Abba, la confidence noie la douleur. Et si vous lisez une si longue lettre, Ramatoulaye s'est confié à Aïssatou à travers une lettre. Et la lettre qui était destinée à Aïssatou devient une longue lettre à telle enseigne qu'on l'enseigne dans les classes en troisième. Ce qui veut dire que la lettre sort du cadre intime pour devenir une œuvre. Voilà ce qu'on appelle la littérature intime. Et dès les premières pages, vous voyez Ramatoulaye dit, Aïssatou, en guise de réponse, j'ouvre ce cahier, point d'appui dans mon désarroi. Pour dire donc, quand on parle de désarroi, quand on parle de intime, on est dans ce qu'on appelle la littérature intime. Voilà donc la première séquence qu'on avait à faire. Donc, j'ai fait 15 minutes juste et pour ouvrir le débat un peu pour qu'on avance. Alors, si vous avez des questions, chers élèves, vous allez poser ça. Après 15 minutes, on va faire la deuxième séquence. Voilà donc, il y a Awasek qui a levé la main, par Babacar Diouf et Fatou Cham. Awasek, vous pouvez poser vos questions par rapport à la littérature intime. Pape Babacar Cham aussi a levé la main. Diouf, Pape Babacar Diouf. Abdourahmane Diallo, Fatou Ndiaye aussi a levé la main. Fatou. Oui, Awasek. Bonjour, monsieur. Oui, Babacar, bonsoir, oui. Oui, bonsoir, monsieur. Je voulais Oui. vous demander, comme la première partie, c'est la littérature comme fonction euh, lyrique. Mhm. Comme
dans le premier paragraphe, est-ce qu'on Mhm. peut montrer les sentiments de joie et dans le second paragraphe, les sentiments de tristesse comme la mort d'un être cher? Absolument. Donc, quand on a une partie, au moins, on a deux paragraphes. Tu as parfaitement raison. Et comme on a deux paragraphes, toi, tu préfères être dans la tristesse, après dans la joie. Hmm? Oui, Oui, ça, c'est possible, oui, pas Babacar. Parce que aussi, on dit la dissertation est une réponse personnelle à une question posée. Donc, toi, si tu vois que c'est là où tu parviens à mieux convaincre ton correcteur, c'est bien. Et c'est possible aussi, hein. On peut faire un argumentaire basé sur la littérature intime, lyrique, mais avec joie dans la première partie, dans le premier paragraphe. Ensuite, avec peine, hein, avec tristesse, hein, c'est ce que tu dis. oui, oui. Oui, 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 c'est possible. Et dans la partie, par exemple, où tu vas parler de bonheur, par exemple, tu vas amener quelle œuvre ou bien quelle citation pour mieux étayer ça? Qui, Mhm. Oui, il est parti, Babacar Diouf est parti. Donc, il y a Marie, Mam Diop, Mam Diao euh, qui est là. comme première Ba- partie, Babacar, oui. oui, Mhm. comme première partie, le sentiment de bonheur, je peux mettre Mhm. sonner pour elle. On sonne pour Hélène, absolument. Oui, 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 et comme sentiment de souffrance, je peux mettre isolement isolement, de, de effectivement, Lamartine. de Voilà. Lamartine. Effectivement, c'est un bon exemple. Oui, 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 c'est possible, c'est possible, c'est possible. oui, oui, Merci, Papa Babacar Diouf. Donc, il y a des autres. Il y a oui. Mam Chao qui a levé la main. Mam Chao. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Mam. Je voulais demander, au niveau de l'exemple, Mhm. Oui. comme premier paragraphe, on peut, Mhm. on peut donner les calligrammes de Apollinaire. Les calligrammes de Apollinaire. Oui. Oui, les palligrammes de Apollinaire, c'est beaucoup plus dans la partie esthétique. Parce que quand on parle de calligramme, ça, c'est une forme d'écriture qui montre que le poète a une maîtrise de son art. Il fait des formes poétiques qui prennent l'objet décrit. Par exemple, un poème comme La cravate. Apollinaire a pris cette phrase-là. Cette cravate que tu portes, ô civilisé, ôte-la si tu veux bien respirer. Avec cette phrase-là, il a presque fait un poème. C'est ça qu'on appelle calligramme. Là, donc, c'est beaucoup plus dans la maîtrise du verbe. Là, on va laisser ça jusqu'à ce qu'on va traiter la littérature esthétique où l'écrivain, le poète en particulier, a une maîtrise du verbe parce qu'il sait manier la langue comme ça que avait dit Mallarmé, c'est avec des mots qu'on fait des vers. Là, donc, c'est la maîtrise de son art, c'est beaucoup plus dans la poésie esthétique. Apollinaire, les symbolistes comme Apollinaire, les symbolistes comme Verlaine qui disait de la musique avant toute chose, Mallarmé qui disait c'est avec des mots qu'on fait des vers, c'est des poètes qui, malgré leur vision qui dépasse le monde sensible jusqu'à transcender le réel, eux, ils sont aussi dans la recherche de la beauté parce que le poète est d'abord un artiste. Mam Diao, tu es là? Oh. Mhm. Donc, tu peux me chercher un autre exemple et tu me reviens tout de suite. Voilà, il y a aussi Marietou Dramé qui a levé la main. Il y a Fatou Ndiaye. Oui, Marietou. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Marietou. Euh, Quand on parle de littérature antique, dès Mhm, l'instant qu'on développe, j'aimerais savoir est-ce qu'on doit parler seulement du lyrisme, seulement du lyrisme. mhm. Oui, très bien. D'accord. C'est Pour une les bonne question. exemples, Oui, et pour les exemples, on ne oui. devait pas faire référence à d'autres mouvements littéraires à part le Mhm, romantisme. mhm. C'est une très bonne question posée par Mariama, parce que la plupart du temps, quand on parle de l'écrivain puis sa source de sa vie intime, on pense au lyrisme, à la poésie lyrique. Mais ce n'est pas toujours la poésie lyrique. J'ai cité même les œuvres romanesques. Le Babafou, c'est un roman. L'Enfant Noir, c'est un roman.
Donc, c'est des romans. Donc, on peut, au-delà du lyrisme, convoquer les romans autobiographiques. Donc, Marietou, au-delà du lyrisme, vous pouvez convoquer les romans autobiographiques. Parce que quand on parle d'auto, auto, c'est le jeu. Donc, c'est le moi personnel. Biographie, c'est la vie. Donc, autobiographie, donc c'est la vie de l'auteur. Et quelqu'un qui nous raconte sa vie, cela veut dire donc il puise son histoire, il puise sa source de sa vie intime. Donc, au-delà des poètes lyriques, on peut aussi convoquer des romanciers qui nous ont parler de leur vie intime. Kamaralai, par exemple, dans L'Enfant Noir, il nous parlait de la case de son père. Mon père avait une case, on y pénétrait par une porte rectangulaire. Ça veut dire qu'il nous parle de sa vie personnelle. Voilà donc ce qu'on appelle un peu la poésie, non, le roman autobiographique. Bien que maintenant, on peut aussi par la même occasion parler du lyrisme. Parce que aussi, comme je l'ai dit tantôt, les poètes romantiques, j'ai pris leur exemple, les poètes romantiques nous ont toujours, certains donc, nous ont toujours parlé de leur vie. Musset disait, frappe-toi le cœur, c'est là qu'est le génie. Donc pour eux, l'expression des sentiments est la chose la plus personnelle, la plus intime à faire valoir, ce qui fait qu'eux, ils sont toujours dans l'expression du moi. Mais au-delà de la poésie lyrique aussi, on peut convoquer les romans autobiographiques. Mariette. D'accord. Merci, Mariette. Donc, la parole à Fatou Ndiaye. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Fatou. Je demande si là, on doit faire Oui, la il faut un peu première se partie. déplacer pour avoir, voilà, pour parler, pour qu'on vous entende mieux. Voilà. Là, c'est bon. Non, non, déplace un peu. Oui, parle. Je demande si là, on doit faire la première partie du développement. Oui, d'accord. Fatou, tu écris ça pour le moment. Tu écris la question, après tu reviens, parce que il y a des grincements, hein. Ibrahima Dia. Bonsoir. Ibrahima aussi, il faut, voilà, moins de bruit, Ibrahima. Ibrahima, voilà, tu peux écrire. Et il y a beaucoup d'élèves qui ont donné des questions. Voilà. Il y a, par exemple, Mohamedou Samb qui a dit les mots de Jean-Paul Sartre, l'amant de Marguerite Duras, les bifurcations d'André Brink. Oui, oui, c'est des œuvres qu'on peut utiliser, absolument. Absolument. Donc, Mamgour Sow aussi, monsieur, pour la littérature intime, on peut développer la fonction lyrique ou bien. Effectivement, Marietou avait déjà posé cette question-là. Donc, Mamgour Sow, cette question-là, c'est vrai, on peut bel et bien faire appel au lyrisme pour développer cette partie-là. Parce que aussi, quand on parle de littérature, comme je l'ai tantôt dit, il y a cela des jours ici, la littérature, c'est un terme générique. On parle de terme générique, un terme qui englobe plusieurs éléments. Et donc, dans la littérature, il y a la poésie, il y a le roman, il y a le théâtre, pour les genres qu'on étudie en classe de terminale. Donc, quand on parle de littérature, donc c'est l'ensemble de ces genres-là. Donc, bel et bien, on peut bel et bien prendre la poésie lyrique. Voilà. Donc, on prend aussi, il y a aussi Marie-Pierre Chang qui dit, bonsoir, monsieur, si le sujet parle de littérature, est-ce qu'on pourrait prendre des arguments de la poésie et du roman? Bien sûr, c'est ce que j'ai dit. J'ai l'habitude de dire à mes élèves que la littérature, c'est comme fruit. Quand tu dis fruit, fruit, c'est un terme générique, mais qui englobe plusieurs éléments, comme banane, pomme, orange. Donc, prenez fruit comme littérature. Donc, littérature égale fruit. Donc, pomme, ça peut être roman, banane, ça peut être poésie, orange, ça peut être aussi théâtre. Donc, ne pense pas que banane seulement est fruit. Ne pense pas que pomme seulement est fruit. Donc, c'est l'ensemble qui constitue le vocable fruit. De la même manière, la littérature englobe plusieurs genres, comme le roman, comme la poésie, comme le théâtre. Marie-Pierre. Voilà, donc il y a Tamsir Malik Kébé qui dit qu'est-ce qui différencie l'intime et la confession en littérature. Voilà, l'intime est le pendant. C'est-à-dire que quand on vit l'intimité, on peut partager ça dans une confession. Donc l'intimité, c'est tout ce que le poète ou bien l'écrivain de manière générale vit intérieurement. Ça, on parle d'intimité. Mais le fait de l'écrire, le fait de partager ça, c'est ça qu'on appelle la confession. Si vous vous rappelez de ce que font nos parents catholiques, chrétiens,
ils font une confession. C'est-à-dire, ils vont voir un homme d'église et se confier, se soulager, exprimer tout ce qu'ils ont à l'intérieur et qu'ils n'ont pas quelqu'un avec qui partager ça. Donc, ils vont voir un homme de Dieu pour un peu se soulager. De la même manière, l'écrivain fait ça. L'écrivain peut traverser des moments difficiles. L'écrivain peut vivre des situations difficiles. Il n'a que sa plume et ses lecteurs. Donc, la plume va être un moyen. Les lecteurs aussi vont être des gens qui vont consoler, des consolateurs et des consolatrices. Parce qu'à partir de la lecture, comme on dit, qui parle se dévoile. Et quand on parle, on se dévoile et l'intimité va être source de motivation qui va permettre au lecteur de communiquer avec ses lecteurs. C'est ça qu'on appelle la confession. Voilà. Il y a aussi voilà, Fatou Cham, la première fonction, c'est la fonction lyrique, esthétique, intime, voilà. C'est ça qui m'a permis de dire intime. Je n'ai pas dit seulement lyrique. Parce que si j'avais dit lyrique, c'est beaucoup plus, voilà, sans expression des sentiments et autres. Mais quand on dit intime, c'est un tout. Voilà. Bonsoir, monsieur. Si le sujet parle de la littérature, est-ce qu'on pourrait... Voilà, ça, j'ai répondu à ça. Voilà, il y a aussi Mam Diao dans Calligramme. Ça aussi, j'ai répondu à ça. Donc, l'écrivain nous fait part de son intimité, il se confesse. Très bien. Voilà, c'est ça, Hawa. Hawa a bien répondu. Voilà. Ndeye Fatou Ndir, qui dit, salut monsieur, on peut prendre comme exemple le parcours de Nelson Mandela. Si c'est écrit, parce que il faut savoir que quand vous êtes en terminale, il ne faut pas donner des choses qui n'ont pas comment ça encore, de valeur pédagogique. Parce que aussi, M. Dien peut écrire une œuvre sur lui-même. Mais est-ce que ça a une valeur pédagogique par rapport? C'est ça qui fait qu'on vous donne des œuvres au programme. D'ailleurs, dans beaucoup de consignes, on vous dit après les œuvres étudiées en classe pour un peu camper le débat. Bien qu'on on ne met pas des œillères, on laisse les élèves aussi la possibilité de lire des œuvres et venir nous donner ça comme exemple. Mais que ça soit une œuvre. Par exemple, dans une épreuve de bac, on avait posé la question sur le théâtre. Il y a des gens qui ont cité des pièces de comédie comme Saner et autres. Ça, c'est pas du théâtre. Par exemple, ils vont parler de Wiri Wiri, ils vont vous parler de Bété Bété. Ça, vraiment, ça, c'est pas... Parce que le théâtre, d'abord, est écrit avant d'être joué, avec aussi une technique épilogue, prologue, dialogue, monologue, tout ça, avec des séquences, avec ce qu'on appelle une forme bien appliquée, c'est ça qu'on appelle le théâtre. Donc, de façon ramassée, la première séquence, c'est ça. S'il y a des questions, on prend parce qu'il y a 30 minutes. Insa Sadio a levé la main, on prend Insa. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Insa. Est-ce qu'on peut prendre comme exemple Phèdre ou Hernani de Victor Hugo et l'autre, comment il s'appelle? De Jean Racine. Oui, le site de Corneille, vous faites de Jean Racine, oui, bien sûr. Parce que si vous prenez par exemple Hernani de Victor Hugo, l'histoire tout entière est résumée dans une phrase où Hugo nous disait, écoutez l'histoire que voici. Trois galants, un bandit que l'échafaud réclame, puis un duc, puis un roi. D'un même cœur de femme font le siège à la fois. Ça dit tous les trois aimer une seule femme à la fois. Mais l'assaut donné, qui là, c'est le bandit. Là, ça veut dire que donc, les romantiques ont la possibilité d'aimer même des bandits. Parce que là, c'est le cœur qui fait des choix. Comparé aux œuvres classiques comme le Cid de Corneille, où entre l'honneur et l'amour, nous allons voir que le choix est vite fait. C'est ce qu'on appelle le dilemme cornélien entre Rodrigue et Chimène. Lorsque le père de Chimène avait été, le père de Rodrigue avait été giflé par le père de Chimène, et que le père n'a plus de force pour se battre, il tend son épée à son fils, Rodrigue. Il lui dit, venge-toi, venge-moi, montre-toi digne fils d'un père tel que moi. Et là, donc, Rodrigue était devant un dilemme. Mais devant ce dilemme-là, entre honneur et amour, le choix est vite fait. Si la raison doit trancher. Donc, Rodrigue a choisi l'honneur. Il va provoquer le père de Chimène en duel et le tue. Mais au finish aussi, l'amour va l'emporter. Parce que Chimène va dire à Rodrigue, va, je ne te hais point. C'est ce qu'on appelle la litote. Donc, on peut bel et bien prendre ces œuvres-là, comme je l'avais tantôt dit, et Hernani est un drame romantique. Et d'ailleurs, même le terme même est symbolique. Comment un drame peut être romantique?
Donc, pour dire qu'il y a ce qu'on appelle mélange de genre, ça aussi, c'est une particularité du romantisme. Parce que dans le théâtre classique, c'était impensable, comme ce que disait Boileau. Mais nous, que la raison en ses règles engage, nous voulons qu'avec art, l'action se ménage, qu'en un jour, qu'en un lieu, un seul fait accompli tienne jusqu'à la fin. Tandis que le drame romantique, il est complètement en déphasage avec cette pratique-là classique. Donc, on peut bel et bien convoquer Hernani, convoquer, parce que c'est des œuvres aussi qui retracent et qui reviennent sur la vie intime. Voilà. Et ça. Voilà, merci beaucoup. Donc là, on va faire une récapitulation de la première séquence. Donc, on parle de la littérature intime. Voilà, c'est ce qu'on avait dit. Donc, la deuxième séquence maintenant va porter sur la littérature engagée que beaucoup d'élèves admirent. Donc, on parle de littérature engagée. Donc, là, c'est la deuxième séquence. La deuxième séquence, littérature engagée. La littérature engagée. Quand on parle de littérature engagée, c'est ce qu'on appelle la littérature militante. Hein? La littérature engagée, c'est le militantisme dans l'art. C'est ce qu'on appelle le militantisme dans l'art. On parle de littérature engagée. Donc, certains n'aiment pas ce terme-là. Moi-même, j'aime pas ce terme-là. Parce qu'engagé, engagé, il y a des gens élèves qui vont vous fatiguer avec monsieur, qu'est-ce que l'engagement? De la même manière que la littérature est un terme générique, l'engagement est un terme générique. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand on parle de littérature engagée, cela veut dire que l'écrivain ne parle plus pour lui, ne parle plus pour la beauté, ne parle plus pour divertir, mais il est un être social. Donc là, toujours, il faut mettre l'accent sur ça. On parle de littérature engagée quand on parle de la société. Parce que quand on parle de la société, on est dans ce qu'on appelle le militantisme social. Et la société est un tout. Vous avez appris en philosophie que la société, c'est la somme des individus. Alors, quelqu'un qui parlait de lui-même, qui ne parlait que de lui, comme le Congolais Alain Mabankou, qui disait, moi, je ne fais pas de la littérature pour libérer le peuple. Regardez, ici, il y a une différence. Le peuple africain, c'est un tout, hein? Il dit, je fais de la littérature parce que j'ai mal. Il emploie la première personne du singulier, je. Voyez un peu la différence. Quelqu'un qui devait parler du peuple et quelqu'un qui veut parler de lui-même. Regardez un peu la différence. Donc, voilà ce qu'on appelle la littérature engagée. Quand on parle du peuple, quand on agit au nom du peuple, on est dans la littérature engagée. Maintenant, ne me parlez pas de poésie engagée ou roman engagé ou théâtre engagé, on va parler de littérature engagée. Et la littérature engagée, quand on dit la littérature engagée, comme je l'ai tantôt rappelé, c'est que l'écrivain n'est plus dans un piédestal où il ne parle que de ses sentiments ou ne parle que de sa maîtrise du verbe. Non, il descend. Il se mêle dans le combat de la masse. C'est comme si il devait faire partie de ceux qui doivent construire la société. Parce que aussi sa plume compte. Il y a des gens qui peuvent prendre la plume pour dénoncer. C'est un engagement. Il y a des gens qui veulent ne pas dénoncer même, faire seulement le miroir social. C'est un engagement. Il y a d'autres qui sont dans l'éveil des consciences. C'est un engagement. Il y a d'autres qui sont dans ce qu'on appelle la fonction mnémotechnique. Ils sont dans l'engagement. Il y a d'autres qui sont dans la fonction aussi didactique qu'on appelle éducative. Donc, énormément de séquences, énormément de notions qu'on peut développer dans cette deuxième séquence. On parle de littérature engagée. Dans ce cas, l'écrivain peut dénoncer. Quand l'écrivain dénonce, la dénonciation, c'est une forme d'engagement. La dénonciation. On parle de satirique. L'écrivain est dans la satire. Et quand on fait la satire, c'est parce qu'on veut critiquer, on veut dénoncer toutes les injustices que rencontre la société. Vous voyez, l'écrivain donc est engagé. L'écrivain aussi peut enseigner. L'écrivain aussi peut enseigner. Il est dans ce qu'on appelle
l'aspect didactique. Quand il le fait, il est dans l'aspect didactique. L'écrivain aussi peut éveiller, l'éveil. Il est dans ce qu'on appelle l'aspect prophétique, qu'on appelle l'aspect presque divin. On l'a vu avec la poésie divine. L'écrivain aussi peut faire ce qu'on appelle la photocopie. Voyez, dire de façon photocopiée, faire ce qu'on appelle le miroir social. Hein? C'est ce qu'on appelle la photocopie fidèle. Dans ce cas, c'est ça qu'on appelle la fonction miroir. On peut aussi parler de la fonction mnémotechnique qu'on appelle aussi historique. Voyez, donc il y a énormément de choses qu'on peut dire dans cette partie-là pour montrer que l'écrivain qui fait ça, il n'est plus égoïste, il n'est plus égocentrique, il est dans ce qu'on appelle une manière de faire participer sa plume, de faire participer sa pensée au bon fonctionnement de la société. Parce que quand tu vois quelque chose et que tu ne dénonces pas, tu es complice. Quand tu vois des gens qui sont dans l'ignorance et que tu les formes pas, tu es aussi égoïste. Quand tu vois aussi des choses et que tu as la possibilité, comme un prophète, d'apporter ta pensée, tu es aussi complice. De la même manière, tu peux montrer aussi aux gens ce qu'ils traversent. Donc, l'engagement est vaste. Voilà. Donc, pour revenir sur cette séquence-là, on peut dire l'écrivain doit descendre de son piédestal et se mêler au combat de la masse. Ça, c'est une idée générale. L'écrivain doit descendre de son piédestal et se mêler au combat de la masse. Quand un écrivain fait ça, quand il descend de son piédestal et se mêle au combat de la masse, dans ce cas, il est engagé. Voilà donc ce qu'on parle, ce qu'on appelle idée générale. Maintenant, les idées secondaires sont nombreuses. On peut dire qu'il devient un être social qui cherche à redorer le blason de la société. Toute sa vocation tourne autour de la perfection sociale. Il dénonce, enseigne, éduque, éveille les consciences dans le but de mériter son titre d'artiste engagé. Voilà donc les séquences idées générales, les idées secondaires et les exemples vont venir après. Donc, je reprends un peu l'idée générale. L'idée générale, c'est l'écrivain doit descendre de son piédestal et se mêler au combat de la masse. La masse ici, comme ce qu'avait rejeté Alain Mabankou, en disant je ne fais pas de la littérature pour libérer le peuple africain. Le peuple africain, c'est la masse. Il l'avait rejeté. Et pour lui, c'était une littérature intime. Ça, c'était la thèse. Maintenant, dans l'antithèse, on va rejeter la littérature intime et maintenant se référer à la littérature de la masse. Ça veut dire que donc, il doit parler au nom du peuple. Et quand il parle au nom du peuple, il parle au nom de la masse. C'est ce que j'ai dit dans l'idée générale. L'écrivain doit descendre de son piédestal et se mêler au combat de la masse. Et quand un écrivain descend de son piédestal et se mêle au combat de la masse, il devient un être social. Il peut dénoncer, il peut enseigner, il peut éveiller, il peut faire la photocopie. Donc, il peut même faire revivre l'histoire avec la fonction mnémotechnique. Donc, voilà de façon ramassée la manière dont on doit essayer de faire le schéma argumentatif. Maintenant, il reste des exemples. Les exemples sont nombreux. Si on prend la littérature négro-africaine, parce que rappelez-vous que le sujet porte sur la littérature négro-africaine. Alain Mabankou, c'est un Congolais. Donc, il y a énormément d'écrivains qui rament à contre-courant avec cette pensée-là. Si vous prenez par exemple Césaire, que tout le monde connaît, et que la citation que tous les élèves nous servent au bac, c'est ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche, et ma voix la liberté de celles qui s'affaissent au cachot du désespoir. Mais Césaire n'a pas dit seulement ça. Il faut aussi ce qu'on appelle varier les exemples. Césaire a dit dans la même œuvre, en venant, parce que c'était comme s'il devait répondre à l'appel mystérieux de l'Afrique. Il dit en venant, je me dirai à moi-même, mon corps, aussi bien que mon âme, gardez-vous de vous croiser les bras. En l'attitude stérile d'un spectateur, car la vie n'est pas un spectacle. Car un homme qui crie n'est pas un ours qui danse. Il a employé ce qu'on appelle le chiasme. Pour dire que lui, il dit, si je ne sais que parler, c'est pour vous. Donc lui, il ne parle pas comme Alain Mabankou, qui dit que je parle de moi-même. Césaire dit non. Si je ne sais que parler, c'est pour vous. Donc vous, c'est le peuple africain.
Donc là, donc, c'est un exemple qui rame à contre-courant avec celui de Alain Mabankou. De la même manière, on peut prendre l'exemple de Senghor, qui dit le poète doit être la bouche et la trompette de son peuple. Là, donc, il a aussi dit ce que Alain Mabankou n'a pas dit. De la même manière, on peut prendre d'autres exemples africains, comme ce qu'on appelle Guy Turélien. Il disait, nous unissons nos voix en un bouquet de cris pour briser le tympan de nos frères endormis. C'est-à-dire, il faut les éveiller. L'écrivain a le pouvoir d'éveiller. Si on prend aussi pour la littérature française, des gens comme Jean-Paul Sartre, qui prend sa plume comme une épée. Donc, pour se combattre. Hugo lui-même, qui dit, j'aurais été soldat si je n'étais pas poète. On peut prendre d'autres exemples de la littérature d'une manière générale, que ce soit française, africaine ou d'autres types de littérature. Mais il y a beaucoup d'écrivains qui ont pris leur plume comme une arme. D'ailleurs, la littérature négro-africaine a joué ce rôle-là pour libérer le peuple africain. Donc, Alain Mabankou va être seul, peut-être, dans cette entreprise si on prend d'autres écrivains. Il y en a des écrivains qui sont comme Alain Mabankou, comme l'autre là, Wole Soyinka, qui a critiqué un peu les poètes de la négritude, qui dit un tigre ne proclame pas sa tigritude. Hein? Il saute sur sa proie, ou bien il bondit sur sa proie et la dévore. Ça, c'était pour critiquer un peu les Senghor, Césaire et autres. Vous voyez? Mais il a oublié que Senghor, lui-même, Césaire, Damas, les autres, David et autres, ils ont su montrer à la face du monde que l'Afrique avait une culture qui pouvait rivaliser avec les autres. Et à partir de la lutte coloniale, on peut comprendre qu'ils ont joué un rôle important pour libérer le peuple africain. Senghor l'a fait, Césaire l'a fait, David Diop l'a fait. Si vous prenez Coup de pilon, moi j'aime ces deux poèmes-là que j'ai tantôt l'autre jour cités, c'est Le Renégat et ce qu'on appelle les vautours. Dans Le Renégat, David Diop ne s'intéresse pas aux Blancs, il s'intéresse d'abord aux Noirs, qui sont des complices. Parce qu'aussi, il ne faut pas aussi se leurrer. Si les Blancs ont réussi à nous prendre en otage, c'est parce qu'il y avait des Africains qui étaient des complices. Et il a écrit un poème pour les dénoncer, intitulé Le Renégat. Après maintenant, il va s'attaquer aux Blancs dans un poème intitulé Les Vautours. Il considère les Blancs comme des charognards. Mais moi, l'œuvre qui m'a le plus marqué, c'est Batouala de René Maran. Dans l'évolution du roman négro-africain, que vous avez peut-être appris depuis la classe de première, on vous a enseigné la première période où les romanciers étaient dans une posture d'acceptation du colonialisme, d'acceptation de la colonisation. Pendant ce temps, il faut aussi rappeler qu'en 1921, Batouala de René Maran a été ce qu'on appelle un intrus. Parce que René Maran a osé dire les exactions faites par par les Blancs aux Noirs. Et si vous prenez l'exemple du héros éponyme, Batouala, qui disait, je ne me lasserai jamais de dire la méchanceté des Blancs. Là, donc, il est dans une dénonciation farouche. Je leur reprocherai leur rapacité, leur duplicité. Donc, il est dans une dénonciation. Bien qu'après, dans la deuxième période, on va voir d'autres romans comme Une vie de boy de Ferdinand Oyoum, Le vieux nègre et la médaille. C'est là où on va voir le vrai visage du blanc, qui est cupide et qui ne cherche qu'à assouvir ses besoins primaires, ses besoins peut-être individuels. Et quand vous prenez le vieux Mecca dans Le vieux nègre et la médaille, qui a presque tout perdu pour la cause occidentale, mais en retour, il va recevoir qu'une seule médaille. Et la médaille même va se perdre en cours de route pour dire que donc le blanc est inhumain. Voilà donc des œuvres qui ont dénoncé. Mais aussi dans la littérature française, on prend Les Châtiments de Victor Hugo, qui lui a valu même l'exil, parce qu'il a s'attaqué au régime dictatorial et despotique de Napoléon Bonaparte, qu'il considère comme Napoléon le Petit. Et dans son poème Waterloo, vous pouvez comprendre comment la France a vécu avec le régime de Napoléon, intitulé Napoléon III, Napoléon le Petit. Oui. Donc, c'est des romans, c'est des œuvres d'une manière générale qui défendent une cause sociale, une cause aussi du peuple, une cause de la masse. Voilà donc de façon ramassée. On est aussi à 45 minutes. Donc, je vous avais aussi 15 minutes après aussi pour nous parler
vos inquiétudes. Si vous avez des questions, on va ouvrir l'antenne, vous donner la possibilité d'écrire aussi. Et je vois qu'il y a des questions qui ont été déjà écrites. Je vais revenir sur ça. Vous permettre aussi de poser de vos questions, aussi de faire des contributions. Voilà pour la littérature intime. Donc, j'ai parlé 15 minutes. Donc, je vous laisse aussi le soin de parler aussi au nom de cette séquence-là intitulée La littérature engagée. Voilà, donc je réponds d'abord à Tiernon Sarr qui dit, pouvez-vous changer la couleur verte? C'est possible, oui, je peux changer ça. Je peux changer ça. Voilà donc un peu pour vous permettre de mieux lire. Tiernon, merci. Voilà donc Mamgour Sen aussi qui dit, monsieur, pour les exemples, on peut amener les œuvres engagées de vieux. Oui, j'ai cité même les châtiments, bien sûr. Il y a aussi Tamsir qui a dit, monsieur, par exemple, si on utilise la poésie pour argumenter, est-ce qu'on peut utiliser celui du roman pour argumenter, hein? Bien sûr, je l'ai dit. J'ai dit que pour argumenter, je répète, la littérature, c'est un terme générique, comme fruit. Quand on vous demande d'amener des fruits, ne pense pas que est-ce qu'il y a un fruit qui s'appelle fruit? Non, c'est la littérature. Le roman peut être orange, la poésie mangue, ainsi de suite. Voilà donc de façon romancée. Quand on vous donne un sujet sur la littérature, vous avez la possibilité d'expliquer ça avec les œuvres romanesques, poétiques, dramatiques, voilà, théâtrales. Voilà. Merci. Donc, il y a Fatou Ndiaye qui a demandé, monsieur, si on doit faire la première partie du développement. Non, pour le moment, on ne fait pas ça. Après, je vais vous poser certaines questions. Là, ça sera une partie théorique, pratique. Voilà, Fatima Cham, monsieur, est-ce qu'on peut prendre l'argument de la fonction engagée de la poésie pour développer cette deuxième partie? Bien sûr, si vous me suivez bien. Maintenant, vous n'allez pas parler de poésie engagée, vous allez dire littérature de façon générale. Et au lieu de dire aussi le poète, vous n'allez pas dire le poète, vous allez dire l'écrivain, l'homme de lettres, pour un peu changer. Voilà. Donc aussi, on prend Aïssatou Diak, qui dit dans la littérature en général, on peut aborder des œuvres romanesques, poétiques et théâtrales, toutes bien sûr, en même temps. Quand je vous demande de m'acheter des fruits, tu peux acheter banane, pomme, orange. Voilà. Et là, tu vas acheter des fruits. Merci. Voilà, donc on a Marietou Dramé qui a levé la main, Khady Ndiaye et Leila Sall. Marietou, tu as la parole. Merci. Oui. Mais Marietou, on ne vous entend pas bien. Hein? On ne vous entend pas bien. Marietou, tu vas revenir. On ne vous entend pas bien parce que ça fait des grincements aussi. On donne la parole à Khady Ndiaye. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Khady. Ça va, monsieur, au niveau des exemples sur l'engagement, Oui. est-ce qu'on peut aborder le Mariamba une si longue lettre? Mhm. C'est Oui, ça oui, ma question. oui. Oui. Est-ce qu'on peut... Et Mhm. les fables de Jean Racine. Oui. Les fables, oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, on peut convoquer Mariam Ba parce que Mariam Ba a dénoncé des pratiques comme la polygamie, comme le problème de caste, comme aussi le gaspillage dans les cérémonies, le mariage aussi peut-être qui est en porte-à-faux avec les réalités sociales sénégalaises comme les castes et autres, le levira par exemple. Le fait que quand une personne perd son mari, automatiquement son frère peut prendre sa main. Bon, là, ça n'existe qu'au Sénégal, et bon, à ce que je sache. Mais pour dire vrai, Mariam Ba n'était pas trop enthousiaste par rapport à ces pratiques-là. Donc, elle voulait montrer que ça, c'est pas bon. Cause pour laquelle Ramatoulaye, après la mort de Moudou Fall, lorsque son frère Tamsir Fall s'est présenté, qu'est-ce que Tamsir a dit? Ramatoulaye, tu es ma chance. Comme si c'était un objet. Voyez, Ramatoulaye, tu es ma chance. Alors, Ramatoulaye a rejeté la main de Tamsir pour lui dire, voilà, c'est pas ça. De la même manière, Daouda Dieng aussi, qui était un député et qui pensait tout pouvoir avoir dans sa vie, Ramatoulaye aussi a rejeté sa main parce que pour Ramatoulaye, il n'y a pas d'amour, il y a de l'estime seulement.
Mais nous, on confond l'estime et l'amour. Mais Ramatoulaye veut montrer qu'il y a une grande différence et elle préfère vivre sa solitude que d'être victime de la société. Dans aussi, comme tu l'as dit, l'autre œuvre, c'est quoi? Tu as cité une autre œuvre. Hmm? Oui. Donc, tu as cité aussi une autre œuvre, j'ai oublié, mais je vais revenir sur ça. Voilà, Fatou Ndiaye, tu peux prendre la parole. Monsieur, je demandais si on donne des exemples comme une citation. Après la citation, on doit l'expliquer ou bien on laisse ça comme ça? Très bien, Fatou, c'est une bonne question. On ne peut pas expliquer une situation dans la mesure où on a déjà expliqué. C'est-à-dire, quand on suit l'idée, quand on suit le schéma argumentatif, voilà, je répète. Ici, c'est l'idée générale, idée secondaire, exemple. Maintenant, l'exemple peut être une citation. Ça veut dire que donc on a déjà expliqué ça. Par exemple, l'écrivain doit descendre de son piédestal et se mêler au combat de la masse. Ça peut être une idée générale. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Il devient un être social qui cherche à redorer le blason de la société, idée secondaire. Toute sa vocation tourne autour de la perfection sociale, idée secondaire. Donc, ce n'est pas la peine de dire, tu donnes une citation de Césaire ou bien de Senghor et de l'expliquer. Donc, là, c'est beaucoup plus dans une œuvre. Quand maintenant vous prenez l'exemple d'une œuvre, c'est l'exemple de une si longue lettre de Mariam Abba, point. Dans cette œuvre maintenant, on peut expliquer. Ramatoulaye ou bien Mariam Abba dénonce la polygamie, dénonce par exemple le vira. Là, on peut donner une explication. Mais la citation, quand on donne ça, c'est bon parce que c'est un exemple. L'exemple, c'est pour étayer une argumentation. C'est-à-dire, on a déjà expliqué. On donne une idée, on l'explique et on donne une illustration. Maintenant, l'illustration, ce n'est qu'un exemple. Et la citation peut prendre l'exemple, peut être l'exemple. Maintenant, quand on donne une citation, ce n'est pas la peine de l'expliquer. Mais si c'est une œuvre, on peut expliquer ça. Voilà, c'est bon. Oui, c'est bon. Merci. Il y a Ndeye Nogay Diop qui a levé la main. Ndeye Nogay. Il y a aussi Insa Sadio. Ndeye Nogay, oui. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, Ndeye. Je vais, comme au niveau des exemples, Mhm. est-ce qu'on peut utiliser Les Misérables de Victor Hugo? Mhm. Oui, oui, effectivement, on peut bel et bien utiliser Les Misérables de Victor Hugo. Parce que aussi, c'est une œuvre aussi sociale qui nous retrace, qui revient aussi sur des pratiques que les gens font et que Hugo voulait dénoncer. Là, c'est bien de noter que Les Misérables aussi peuvent bel et bien voilà, être pris comme exemple. Oui, tu as parfaitement raison, Noé. Bien, merci. Merci. Donc, on donne la parole à Insa. Monsieur, Oui, Insa. est-ce que- est-ce qu'on peut prendre comme exemple les aventures ambiguës de Cheikh Amirou Khan ou bien l'autre, comment elle s'appelle même? Les Soleils des Indépendances de Amadou Kourma. Mhm. Oui, toutes les deux œuvres peuvent être utilisées. Quand on prend la première, intitulée L'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane, si vous regardez par la bouche de la Grande Royale, on note une opposition farouche à l'entrée de l'école occidentale. Parce que la Grande Royale n'aime pas, elle dit, l'école où je pousse nos enfants va tuer en eux ce que nous aimons le plus et conservons avec soin et à juste titre. Elle continue pour dire mieux que le canon, c'est-à-dire l'école est pire que le canon. Mieux que le canon, elle pérennise la conquête. Le canon contraint les corps, l'école fascine les âmes. Donc, la Grande Royale savait que l'école allait être un handicap par rapport à l'épanouissement de notre africanité. Donc, mais malgré tout, c'était dans un dilemme. Il n'avait pas le choix. Donc, il a poussé les enfants à aller vers l'école occidentale. Mais la fin de l'œuvre, c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. Si vous vous rappelez de la fin de l'œuvre, Samba Diallo, une fois en France,
quand il retourne en Afrique, il va presque être dépaysé. Donc, la colonisation va tuer son africanité. Il ne prie plus, il ne comprend plus presque sa langue, sa culture. Donc, finalement, ce qui reste, c'est quoi? C'est perdre sa vie. Et il sera tué par un fou. Donc, effectivement, Cheikh Hamidou Kane s'attaque un peu de façon voilée à la colonisation avec ses corollaires qui participent un peu à un délaissement de nos cultures, de notre civilisation, de notre école même. Parce que Samba Diallo était préparé pour un peu remplacer le vieux Tchernon. Si vous vous rappelez de cette œuvre-là, quand Samba Diallo prononçait les versets coraniques et qu'il butait sur quelques fautes, le vieux Tchernon le pinçait jusqu'à sentir ses deux ongles se côtoyer. Parce que pour lui dire que la parole divine, on doit la répéter de façon exemplaire. Mais lorsque l'école occidentale vient au Sénégal, Samba Diallo va être confié à cette école-là. Finalement, il va partir en Europe et il va perdre tout. Ouais. Donc, dans la deuxième œuvre aussi, tu me parles de Les Soleils des Indépendances. C'est vrai, parce que la troisième période, c'était une période de désillusion, de désenchantement. Alors qu'on pensait que les indépendances vont venir avec un soulagement pour les Africains, c'était le contraire. Parce que les premiers dirigeants africains, pour la plupart, étaient des dictateurs et il avait seulement une avidité du pouvoir. Et l'exemple de Fama Doumbouya, qui était l'unique et légitime héritier de la dynastie des Doumbouya, est édifiant. Parce qu'après les indépendants, il ne va rien recevoir, sauf deux choses, une carte de parti et une carte nationale d'identité. Et lui qui vivait dans l'opulence avant les indépendances, mais après les indépendances, il va vivre comme un charognard. Donc ça, c'est une pratique pour montrer que les indépendances n'ont apporté que des illusions. Et vous allez comprendre ça beaucoup plus dans l'œuvre, dans la deuxième œuvre intitulée En attendant le vote des bêtes sauvages de Kourouma. Dans cette œuvre, vous allez comprendre ce que Kourouma a pensé réellement de la colonisation, avec l'exemple de Koyaga qui était le héros. Mais aussi dans l'œuvre de Cheikh Aliou Ndao intitulée Mbam dictateur. Dans ce cas, on va voir les nouveaux dirigeants comme des dictateurs. Ils n'emploient pas le terme âme, mais ils emploient le terme mbam pour mieux faire voir la dimension vraiment peu catholique de ces dirigeants-là qui sont là que pour leur intérêt crypto-personnel. Voilà, un ça. Voilà, il y a. Hein? Un ça, oui. Oui, un ça. Je voulais juste vous remercier. Oui, tout le plaisir est pour moi, merci. Voilà, donc Leïla, depuis tout à l'heure, elle lève la main. Leïla Sall. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir Leïla. Bon, j'aimerais connaître au niveau du premier parti, est-ce qu'on peut évoquer les œuvres autobiographiques? Bien sûr, j'ai déjà évoqué ça. Si vous regardez bien sur votre écran, vous avez cité trois œuvres autobiographiques. D'abord, le Baobab fou, l'enfant noir et les confessions. J'ai utilisé trois œuvres seulement pour étayer l'argumentation. Le Baba fou, c'est Ken Bougoul qui l'a écrit. D'accord. L'enfant noir, Kamara Lai, les confessions, Jean-Jacques Rousseau. Donc, effectivement, Léla, on peut bel et bien utiliser les œuvres autobiographiques. Ne pensez pas, et je l'ai dit, peut-être que tu n'étais pas encore connecté, ne pensez pas que le sujet porte seulement sur le lyrisme. Non, c'est ça qui me fait écrire la littérature intime, pour ne pas dire la littérature lyrique. Parce que si c'est lyrique seulement, c'est l'expression des sentiments et autres. Mais si c'est intime, ça peut être l'expression des sentiments, ça peut être la vie personnelle, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être aussi une source qui est basée sur la vie de l'auteur. Voilà, c'est ça. Merci, D'accord. Leila. Voilà, Marietou Dramé. Au niveau des exemples, Oui, oui. Marietou, ça grince, hein?
Il faut se déplacer un peu, ou bien tu écris, hein? Voilà, donc merci. On n'a pas trop de temps. Oui, il y a quelqu'un qui a... Oui, oui, Léla. Donc, on va essayer de voir la troisième séquence qu'on appelle la littérature euh, évasive. Hmm? Là aussi, parce que vous mettrez en lumière la capacité de l'écrivain à offrir un épanouissement ou une distraction à son lecteur. Là, c'est la littérature qu'on appelle la littérature évasive. La littérature évasive. La littérature évasive. L'évasion, comme son nom l'indique, c'est la recherche d'un ailleurs meilleur. Et quand on parle de ailleurs meilleur, c'est aussi une quête de plaisir. Donc, ça, c'est la troisième séquence. La première séquence, c'était la littérature intime. La deuxième séquence, c'était la littérature engagée. Et la troisième séquence va être la littérature évasive. On parle de l'évasion quand on veut mettre en lumière la possibilité, la possibilité que l'écrivain a pour transporter ses lecteurs vers un autre monde. C'est ça qu'on appelle la littérature évasive. Dans ce cas, qu'est-ce que fait l'écrivain? Qu'est-ce que fait l'écrivain? L'écrivain est alors un être qui cherche à faire oublier ses lecteurs les soucis quotidiens. Donc, on peut dire, face à la monotonie de la vie, la véritable mission de l'écrivain consiste à créer un monde utopique et y inviter les lecteurs. Donc, face à la monotonie de la vie, la véritable mission de l'écrivain consiste à créer un monde utopique et y inviter les lecteurs. On parle de utopie. Donc, dans ce cas, on est dans l'utopie. On est dans le rêve. On est dans l'illusion. On est dans l'illusion. Voyez, on est dans l'utopie, on est dans le rêve, on est dans l'illusion, on est dans ce qu'on appelle la quête du plaisir. La quête du plaisir. Pourtant, l'écrivain qui était dans une quête de, 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 plaisir ou bien dans une quête de rêve, d'illusion, il est avec nous, mais il a senti que c'est le moment de faire voyager les gens, même dans la vie courante. Après avoir fait 6 jours ou bien 5 jours, on donne aux travailleurs une journée ou 2 jours pour se reposer. Voilà aussi une autre mission de la littérature. Ne pensez pas que c'est une mission. C'est ça qui fait que moi, j'aime pas le mot engagé. Parce que même, est-ce que celui qui fait évader ses lecteurs, il n'est pas engagé? Quelqu'un qui permet à un peuple, à un lecteur de se soulager, est-ce qu'il n'est pas aussi un être important? Pour dire qu'il faut aussi prendre les choses avec des pincettes. Mais juste pour dire que l'élève a la possibilité de convaincre ses lecteurs par rapport à sa conviction personnelle. Parce que, comme je l'ai répété tantôt, la dissertation est une réponse personnelle à une question posée. Donc, l'écrivain qui vise à transporter ses lecteurs vers un autre monde, c'est parce qu'il a senti la nécessité de faire voyager ses lecteurs pour se soulager un peu, pour oublier un peu les soucis. Voilà donc cette fonction-là de la littérature. On peut prendre beaucoup d'exemples. On peut aussi donner beaucoup d'idées secondaires. En tout cas, en idée générale, on peut dire face à la monotonie de la vie, donc dans une vie qui est bourrée de tracasseries, qui est monotone, qui est morose, la véritable mission de l'écrivain consiste à créer un monde utopique. On parle aussi de onirique, on parle aussi de idyllique, on parle aussi de imaginaire, donc un monde fictif. Hein, pour inviter les lecteurs et permettre à ces derniers de se soulager. Donc ça, c'est une idée qui peut être développée maintenant par des idées secondaires. Quelles sont les idées secondaires qu'on peut donner? C'est des idées qui tournent autour de l'aspect rêve, comme je l'ai dit, l'aspect illusion, l'aspect aussi recherche du plaisir, pour permettre à quelqu'un
d'oublier les soucis. C'est comme la vie courante, hein. Vous voyez parfois certaines personnes qui vivent dans le chômage. Mais ce qui rend un peu vivable cette situation, c'est parce qu'ils rêvent. Et ce rêve-là est permis. Et quand la personne rêve, il a ce qu'on appelle une solution à cette monotonie de la vie. Voilà, à cette monotonie de la vie. Voilà donc ce que on pourra un peu dire par rapport à cette séquence-là qui tourne autour de la littérature évasive où l'écrivain tente de créer un monde. Voilà aussi le mot que je cherchais. Créer un monde. Et là aussi, c'est du domaine de l'écrivain. Créer un monde, créer un espace pour permettre aux gens de vivre une vie qu'ils n'ont pas dans la vie réelle. Le chômeur, quand il crée ce cadre-là, pour dire que quand j'aurai de l'argent, quand je serai en Europe, quand j'arriverai, je ferai ça, je ferai ça. Donc, c'est ça qui stabilise sa vie, parce qu'il a stabilisé sa conscience par rapport à un rêve. Et ce rêve-là comble un vide. Le vide est comblé par le rêve. Et là, la littérature a ce domaine-là. Même les scientifiques, quand ils leur posent cette question-là, ils vont dire que la littérature n'a pas d'importance parce que les gens font rêver. Je leur dis, même le rêve est un moyen pour vivre en paix. Parce que le rêve est permis. Quelqu'un qui ne rêve pas, il n'a pas d'ambition. Quelqu'un qui ne rêve pas, il n'a pas de projet. Et quand le rêve est permis, c'est parce que, comme ce que avait dit l'autre là, Confucius, hein, une vision sans action, c'est un rêve. Mais une action sans vision ne peut pas être durable. Mais la vision et l'action combinées peuvent changer le monde. Confucius avait dit ça, il a raison. Tu vois des scientifiques qui sont pratiques, mais la pratique doit être d'abord accompagnée par la théorie, la conception, la vision. Et ça, c'est ce que disait Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Si tu veux créer et tu ne sais pas les conséquences de cette création-là, ça peut amener, comme l'avaient fait beaucoup de scientifiques, quand Einstein a trouvé la formule E égale mc carré, à partir de cette formule-là, on a créé des bombes atomiques qu'on avait lancées en Hiroshima et Nagasaki. Quelles sont les conséquences? Est-ce que c'est ça la science? C'est pas ça la science. La science doit être humaine et non pas destructrice. Donc, pour dire que la science doit être accompagnée par la littérature. Ça, c'est pour que la vision précède l'action. Parce que quand l'action précède la vision, ça, c'est risqué. Donc, pour dire que les gens doivent avoir une idée et l'idée doit être conçue par les intellectuels, par les littéraires qui ont la possibilité de cerner une chose par rapport au contour, voir les tenants et les aboutissants. Voilà donc la littérature qu'on appelle la littérature évasive. Et l'exemple qu'on peut donner, c'est l'exemple des surréalistes. Ce n'est pas un hasard si vous avez une leçon intitulée le surréalisme. Il y a certains profs qui ne le font pas, il y a les élèves qui ne le comprennent pas et qui n'essaient pas de comprendre. Vous savez, quand on part au bac, il faut tout comprendre. Le surréalisme est un courant littéraire qui est né au XXe siècle. Et que c'était un siècle où on parlait des guerres. Parce qu'il y a presque toutes les guerres au XXe siècle. La Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Et d'ailleurs, déjà en 1913, Henri Barbusse a écrit une œuvre intitulée Le Feu pour montrer comment les gens étaient dans la barbarie. Et c'est ce que Henri Bergson appelle un supplément d'âme, parce que les hommes étaient retombés dans la bestialité et la barbarie. Le surréalisme est né pour un peu nous faire départir de ce carcan-là. Alors, ils veulent mettre fin à la raison, pour dire que la raison a fait faillite. Et la raison, quand la raison a fait faillite, il faut la remplacer par un autre moyen, par le rêve. C'est ce que dit Vitrac, Boifard et Éluard, les trois. Ils disent que le rêve seul laisse à l'homme tous ses droits à la liberté. C'est le rêve seul qui laisse à l'homme tous ses droits à la liberté. Donc, il faut rêver. Mais le rêve n'est pas le songe. Le rêve doit être un acte qui est provoqué. Parce que pour eux, la raison ne doit pas être, parce que la raison ne doit pas être ce carcan-là, ne doit pas être une prison. Quand tu raisonnes aussi, tu es prisonnier. Donc, il faut se libérer de la raison et explorer l'inconscient, selon Sigmund Freud. Et
quand ils disent que la vérité ne sort que de la bouche des ivrognes et de la bouche des enfants. Parce qu'ils ne mentent pas. Parce qu'ils sont dans l'inconscient. On peut aussi prendre l'exemple des symbolistes qui sont les ancêtres du surréalisme. Rappelez-vous de ce qu'avait dit Baudelaire. Envole-toi bien loin de ces miasmes morbides. Quand Baudelaire est tiraillé entre deux choses, spleen et idéal. Si vous vous rappelez, il a donné l'exemple même dans son poème intitulé L'Albatros. Le poète qui est comparé à un vaste oiseau de mer. Et il est admiré quand il est dans les cieux et détesté quand il est sur terre. Donc, parce que Baudelaire était tiraillé entre deux mondes, entre spleen et idéal. On peut aussi prendre l'exemple du romancier Kleber Haydens, qui dit lorsque le romancier laisse imprimer le mot roman sur la couverture de son livre, il prend l'engagement de distraire. S'il ne le fait pas, s'il invite à penser ou à rêver, il est poète ou philosophe, mais il n'est pas romancier. Donc le roman n'a qu'une seule vision, c'est l'évasion. De la même manière, vous avez appris ça avec Guy Descartes, qui dit le roman n'a pas à délivrer de messages, le roman c'est l'évasion. Julien Green a dit quoi? Un livre est une fenêtre par laquelle on s'évade. On peut aussi prendre l'exemple du théâtre, chers élèves. Quand, par exemple, on nous dit la grande règle de toutes les règles est celle de plaire, selon Molière. Et aussi Bertolt Brecht, qui dit un théâtre où on ne rit pas est un théâtre dont on doit rire. Parce que le théâtre doit faire rire, permettre aux gens d'oublier les soucis et être dans une posture de quelqu'un qui oublie tout et se décharger de, de ce que la vie nous a imposé. C'est comme aller en vacances, oublier un peu les soucis, parce que aussi on ne peut pas passer tout son temps à apprendre. Les élèves de terminale savent ce que je dis. Aujourd'hui, ils sont dans une situation très difficile. On vous encourage. On sait que c'est très difficile parce que le bac au Sénégal, ce n'est pas seulement les élèves qui font ça. Toute la famille fait le bac. Mais on prie pour vous parce que c'est difficile, et on le sait, mais il ne faut pas se décourager. C'est le moment de ne pas relâcher, de ne pas se relâcher. Il faut savoir que, voilà, c'est possible et on doit le faire. Mais le jour où vous allez dormir avec le bac en poche, comme on dit, vous allez comprendre qu'est-ce que ça veut dire le divertissement, qu'est-ce que ça veut dire le soulagement, parce que ce jour-là, vous allez vivre, vous allez dormir de façon décompressée. Donc voilà, en gros, ce qu'on appelle la littérature évasive. Donc, il me reste une minute dans l'explication. Et là, je vous donne encore la parole pour revenir un peu sur la littérature évasive, pour permettre à tout un chacun de prendre la parole. Ceux qui n'ont pas la possibilité de prendre la parole peuvent écrire. Si vous écrivez vos questions, on va lire ça et on va essayer de vous répondre. Parce que c'est la dernière ligne droite aussi pour affronter le bac. Et ce sujet-là, la littérature aussi, est édifiant parce que quand on parle de la littérature, l'élève peut traiter un sujet de roman, un sujet de poésie, un sujet de théâtre, s'il est intelligent. Parce que la littérature, c'est le tout, comme je dis. Mais les particularités, c'est les genres littéraires. Donc, si vous avez des questions, chers élèves, levez la main et là, on va vous prendre. Si vous ne pouvez pas prendre la parole, vous pouvez écrire. Parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes de micro aussi, comme Marietou. Tu as un problème de micro, il faut se déplacer ou bien écrire ta question. Oui, on donne la parole à Sokhna Mbayang Mbacké. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, bonsoir Mbayang. J'espère que vous allez bien. Oui, je viens bien, alhamdulillah. Alhamdulillah. En fait, j'avais une question à poser depuis 5. Oui, Est-ce que la littérature d'évasion est une manière de mieux comprendre le réel? le réel. Oui, Oui, on peut admettre, mais c'est beaucoup plus dans l'irréel. le Parce que réel. l'évasion, oui, le réel, c'est la réalité et là, ça a un rapport avec la fonction miroir, la fonction engagement. Ça, c'est le réel, où l'écrivain est témoin des faits. Il est dans la réalité. Il doit soit dénoncer, soit enseigner, soit éveiller. Mais quand on dit évasion, l'écrivain nous transporte dans un autre monde. Et ce monde-là diffère du monde réel. C'est un monde créé. Hmm? Tu as compris? Sohna Mbayang, je vous Oui, entends j'ai pas. compris. Ah, j'espère Oui, que tu as monsieur, prié j'ai pour, compris. Merci beaucoup. j'espère que tu as prié pour tout le monde. Oui, oui.
Alhamdulillah, alhamdulillah. Donc, la parole à Mariama Diallo. Oh, merci. Merci, Sorna. Mariama, tu as la parole. Il y a aussi Khady Ndiaye Monsieur, qui a levé. Oui, Mariama. allô? Oui, on vous écoute. Mariama, tu as la parole. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Mariama. Mariama, on vous entend? Pourtant. Oui, Khady Ndiaye. Mariama, tu reviens? Oui, monsieur, bonsoir. Oui, Khady, oui. Au niveau de l'argumentation, est-ce qu'on peut parler des romans fictifs, de la fiction? Mhm. C'est ça. Parce que la fiction est toujours en rapport avec l'évasion. Absolument. On peut parler de romans fictifs. Les romans fictifs que vous Oui, connaissez. Par exemple, quel roman fictif connaissez-vous? oui, c'est ça mon fond. Je voulais que vous me donniez des Des romans romans fictifs. fictifs. Très bien. Vous pouvez Oui, prendre Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll. Alice au pays des merveilles. Vous pouvez prendre Alice aussi au pays au pays des merveilles. des merveilles. Oui, merveille avec deux L, E, S à la fin. Oui, De Lewis Carroll, hein? oui, Vous pouvez prendre aussi Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. oui. Tout le monde. Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Verne. Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. D'accord. Et aussi, en dernier lieu, je peux vous donner aussi Planète des singes de Pierre Boulle. Planète des singes de Pierre Boulle. Oui. Merci, merci Khady. Donc, la parole Merci, à Leïla. Leïla. Monsieur, Oui, Leïla. j'aimerais que vous formuliez le sujet pour moi, s'il vous plaît. Le sujet. J'ai du mal à le comprendre. Tu as du mal à comprendre le sujet. Oui, Voilà, je vais revenir sur ça. Je vais revenir d'accord, sur ça après le coup. Je vais revenir sur ça, hein. Leïla, d'accord. merci. Là, je vais revenir sur ça. Il y a aussi Mariama Diallo qui est revenue. Mariama. Monsieur, Oui, Mariama, il faut se déplacer un peu pour le bruit. Oui, d'accord. Je oui. voulais juste demander tout à l'heure, lorsque vous parlez des deux citations de Aimé Césaire, est-ce que vous pouvez réécrire, s'il vous plaît? Et aussi, je voulais demander euh, si, par exemple, on nous donne un sujet de littérature, on peut choisir tout ce qu'on veut, comme par exemple poésie ou théâtre, je ne sais pas. Oui, bien sûr. Quand on vous donne un sujet sur la littérature, vous êtes libre. Vous êtes libre de donner des exemples de poésie, des exemples de romans, des exemples de théâtre. Maintenant, ce qui n'est pas recommandé, c'est que vous parlez de la poésie seulement du début à la fin, où on parlait de poésie. Là, c'est comme si on vous demande d'acheter des fruits, tu achètes seulement banane, tu viens. Vous voyez? Mais quand on vous demande de donner des fruits, quelqu'un qui donne banane, orange, mangue, bon, il a donné des fruits. Donc, pour dire que quand vous avez un sujet sur la littérature, là, vous êtes libre. Vous êtes libre de choisir vos exemples dans le roman. Si vous regardez bien, moi, j'ai ici des exemples de romans, j'ai donné des exemples de poésie, j'ai même donné des exemples de théâtre. C'est possible. Maintenant, les élèves aussi pensent qu'il faut donner dans chaque genre un exemple. Ce n'est pas dit. Vous savez, la dissertation est un texte argumentatif pour convaincre. Et moi, si je vois que les exemples que j'ai en poésie sont beaucoup plus convaincants, rien ne m'empêche de les prendre. Mais certains pensent qu'ils doivent obligatoirement prendre des exemples de poésie, après des exemples de romans, après des exemples de théâtre. Mais quelqu'un qui a un bagage littéraire, un background, lui, il fait ça. Parce que les notes aussi varient. Si aussi tu as la possibilité de donner des exemples de poésie, de théâtre, de romans, surtout les œuvres au programme, le correcteur va savoir que toi, tu mérites vraiment une bonne note. Voilà seulement la différence. Maintenant, pour la citation de Césaire, peut-être je n'ai pas trop de temps pour écrire ça, mais je peux revenir de façon ramassée sur ça. Il dit, c'était pour répondre à un peu l'appel mystérieux de l'Afrique. Quand il dit en venant, je me dirai à moi-même, mon corps, je me dirai à moi-même, mon corps, aussi bien que mon âme, parce que l'homme est fait de corps et âme. Gardez-vous de vous croiser les bras. Ça veut dire que l'homme ne doit pas être spectateur. Gardez-vous de vous croiser les bras.
en l'attitude. L'attitude, c'est le comportement stérile d'un spectateur, car la vie n'est pas un spectacle. C'est-à-dire donc, il veut être un être social. Parce que certains sont spectateurs, certains sont acteurs. Lui, il veut être acteur. Et quelqu'un qui veut être acteur, il doit être dans l'action, dans la galère, comme on dit. Il ne doit pas se tenir dans un coin, se mettre à l'écart. Non, il ne doit pas faire ça. Car un homme qui crie n'est pas un ours qui danse. L'homme doit peut-être danser, ours doit crier, mais il a fait ce qu'on appelle alliance. Il a inversé un peu la tendance pour dire que car un homme qui crie n'est pas un ours qui danse. Et là, il a rappelé ça de façon ramassée quand il dit, si je ne sais que parler, c'est pour vous que je parlerai. Donc voilà, de façon ramassée, si vous êtes d'accord, on peut continuer. Mariama. Oui, je suis d'accord avec vous. Merci beaucoup pour Merci, l'éclaircissement. Mariama. Merci beaucoup. Merci. Donc, Merci. merci, Mariama. La parole à Sona Mbake. Monsieur, Oui. en fait, je voudrais demander, si on parle de la littérature, comment peut-on passer de la poésie au roman ou bien au théâtre? Par des phrases de transition ou bien? Voilà. Ça, c'est une question importante parce que les gens pensent à ça. C'est pas comme ça. Les élèves Hmm, pensent qu'il faut déjà parler d'un paragraphe poésie, un paragraphe hmm, roman, un paragraphe théâtre. C'est pas ça. hmm, On vous donne un sujet sur la littérature, vous allez parler de la littérature. Regardez ici, est-ce que vous avez vu dans ce que j'ai fait, dans ce que j'ai fait, est-ce que vous avez vu la littérature, la poésie? Non, j'ai juste donné, regardez, depuis le début, j'ai parlé que de littérature intime, ici, développement, littérature intime, deuxième hmm, partie, littérature engagée, troisième partie, littérature évasive. Je n'ai pas hmm, parlé de poésie ni de roman. Maintenant, dans l'explication, dans les arguments, je peux prendre des exemples de romans, des exemples de poésie, des exemples de théâtre. Vous savez, j'ai parlé de littérature intime. Deuxième partie, j'ai parlé de littérature engagée. Troisième partie, j'ai parlé de littérature évasive. La troisième partie. Voilà. Voilà donc la hmm, troisième partie, hmm. littérature évasive. Maintenant, quand on explique, quand on va illustrer, on peut prendre des exemples de romans, des exemples de poésie, des exemples de théâtre. Mais ce n'est pas parce qu'on parle de poésie ou théâtre ou roman. Non. On parle seulement de, on parle seulement de, on parle seulement de littérature en général. L'écrivain, au lieu de dire le poète, le poète, le poète, on dit l'écrivain. Donc, le poète doit être engagé, on dit l'écrivain doit être engagé. Bien que l'argument qu'on a, peut-être je l'avais appris dans la leçon sur la poésie. Je ne sais pas si j'en fais comprendre. Hmm. L'argument peut être Si, si. appris dans la poésie, mais moi, je vais l'adopter à la littérature. Au lieu de dire la poésie doit être engagée, je dis la littérature doit être engagée. Au lieu de dire le poète est un artisan du verbe, je dis la littérature, l'écrivain est un artisan du verbe. Au lieu de dire donc le théâtre, le roman, je dis l'écrivain et la littérature. Maintenant, les exemples, tu peux donner exemple de roman, exemple de poésie, exemple de théâtre, mais ce n'est pas parce que tu fais un paragraphe roman, un paragraphe poésie, un paragraphe théâtre, c'est pas comme ça. Même au bac, tu vois, quand les élèves traitent un sujet sur la littérature, il y a des élèves qui font ça. C'est parce qu'ils n'avaient pas compris. Ils pensent qu'il faut parler un paragraphe roman, un paragraphe poésie, un paragraphe théâtre. Non, c'est pas comme ça. Et c'est une D'accord, si je comprends bien. Oui. Par exemple, dans le lyrisme, Mhm, si on dit par exemple, selon le poète, le cœur est le siège de la créativité. mhm, Si on donne la littérature mhm, euh, au lyrisme, on peut dire, mhm, selon l'écrivain, mhm. le cœur est le siège de la créativité. Voilà, tu as compris. D'accord, C'est juste ça. merci beaucoup. Merci. Voilà, donc on va ramasser et ensuite attaquer la dernière étape qu'on appelle la conclusion. Parce que aussi, cette étape, elle est essentielle et fondamentale parce que c'est la dernière partie qui laisse la dernière impression euh, par rapport au travail du candidat. Donc, ça nous permet de revenir un peu sur la conclusion. La conclusion est fondamentale. La conclusion, elle est fondamentale. Parce que c'est la dernière étape qui laisse la dernière impression par rapport au candidat. Quand on parle de la conclusion, chers élèves, comme on l'avait fait dans l'introduction,
il nous faut des étapes à respecter. Parmi ces étapes, il y a deux choses. D'abord, il y a une chose essentielle et fondamentale, c'est ce qu'on appelle le bilan. C'est la première chose à faire. On fait un bref rappel de ce qu'on avait étudié. Aujourd'hui, on a fait 3 séquences. Les 3 séquences doivent être visibles dans la première partie de notre conclusion. Il faut éviter en conclusion. Il faut éviter en concluant. Il faut éviter, il faut éviter aussi, il faut éviter aussi de dire pour conclure. Il faut éviter de dire pour conclure. Voyez, il faut éviter de dire pour conclure. Voilà. On ne le dit pas, on le fait. Une conclusion, ce n'est pas la peine de dire en conclusion ou bien pour conclure. Non, non. On ne le dit pas, on le fait. C'est le bilan qu'on doit faire. Le bilan, c'est le rappel des différentes étapes du développement qu'on avait déjà dit dans le corps du devoir. La manière dont aussi les arguments ont été classés. De cette même manière, le bilan doit les résumer comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne peux pas commencer avec la littérature évasive. Après la littérature intime ou la littérature engagée. Non. Je dois commencer par montrer la littérature est d'abord intime, ensuite engagée et enfin évasive. Ce n'est pas la peine parce que comme le sujet ne porte pas sur le lyrisme, sur l'esthétique, je ne parle pas d'esthétique. On rappelle ce qu'on a déjà fait. Par exemple, et puis pourquoi vouloir un terme pour conclure? En définitive, au terme de notre analyse, en somme. Il y a des élèves qui pensent que tant qu'ils ne donnent pas un terme, ils ne sont pas dans la conclusion. Ce n'est pas dit. Je peux commencer par la littérature. En conclusion, je peux commencer par la littérature est un domaine d'étude de l'homme dans son ensemble. Ça, c'est une vérité absolue. Elle se singularise par sa dimension intimiste. Vous voyez, j'ai rappelé la littérature intimiste et personnelle, qui peut s'accompagner avec un militantisme social, deuxième partie, ainsi que le désir de l'évasion, troisième partie. En une phrase, j'ai résumé tout ce que j'avais vu dans le corps du devoir. Je répète, la littérature est un domaine d'étude de l'homme dans son ensemble. Elle se singularise, la littérature, par sa dimension intimiste. Donc, j'ai rappelé la littérature intime, qui peut s'accompagner avec un militantisme social, littérature engagée, ainsi que le désir de l'évasion, littérature évasive. Point. Ça, c'est la première chose à faire. Mais après le bilan, il y a une chose essentielle et fondamentale, c'est le point de vue. C'est le point de vue de l'auteur. C'est ici seulement que le candidat est en mesure de donner sa position qui lui est propre, personnelle, par rapport au sujet, encore une fois. Parce que quand on dit la dissertation est une réponse personnelle, une réponse par rapport à une question, si vous vous rappelez, vous avez déjà posé la problématique dans le corps du devoir. Dans l'introduction, vous avez posé la problématique. L'entreprise littéraire se résume-t-elle à l'expression de l'intimité? C'était la problématique. Est-ce que intimité là? Est-ce que c'est seulement intimité? Est-ce que ce n'est pas une autre fonction? C'est ici maintenant qu'on va voir notre position personnelle. Par exemple, j'ai dit néanmoins, pour notre part personnelle, il faut éviter le jeu. La conclusion ne prend pas le jeu. J-E, jamais. Selon moi, je pense que jamais de la vie. Il faut utiliser vraiment la modestie, avec un nous de modestie, avec un il impersonnel. Il apparaît clairement que la vocation de la littérature doit être. Mais jamais dire je pense que. Ça, ce n'est pas modeste. Donc, néanmoins, pour notre part personnelle, nous pensons que le charme de la littérature se trouve, là, c'est une position que le candidat a, dans la capacité à combiner l'intime et le social, par exemple. Comme le suggère Hugo, quand je vous parle de moi, je vous parle de vous. Moi, j'ai pensé que c'était ça. Je pense que la solution, ce n'était pas seulement l'intime d'une part et le social d'autre part. Il faut combiner les deux
C'est ce que j'ai dit. Néanmoins, pour notre part personnelle, nous pensons que le charme de la littérature se trouve dans sa capacité à combiner l'intime et le social. L'intime, c'est intimiste. Le social, c'est engagé. Comme le suggère Hugo, quand je vous parle de moi, je vous parle de vous. Toutefois, c'est ce qu'on appelle la troisième partie. La troisième partie aussi, elle n'est pas obligatoire, mais elle est aléatoire. Elle n'est pas obligatoire, mais elle est aléatoire. Voilà. Elle n'est pas obligatoire, elle est aléatoire. C'est ce qu'on appelle euh, ouverture des perspectives. L'ouverture des perspectives. Voilà. Je vais revenir un peu sur ça quand on parle de l'ouverture des perspectives. Perspectives. C'est la dernière étape. L'ouverture des perspectives. On parle de perspectives, ce qu'on appelle l'élargissement. Là, la plupart, les élèves peuvent convoquer les technologies de l'information et de la communication. Les élèves aussi peuvent convoquer une fonction qui n'a pas été traitée par le sujet. C'est possible. Mais pour moi, j'ai dit ici, toutefois, aujourd'hui, avec l'avancée de la science et de la technologie, la littérature n'est-elle pas en train de perdre son lustre d'antan? Aujourd'hui, avec l'avancée de la science et de la technologie, la littérature n'est-elle pas en train de perdre son lustre d'antan? Point d'interrogation. Donc là, j'ai prolongé le débat en évitant un autre questionnement, la question de la technologie avec les IA et autres. J'ai convoqué cette question-là en disant, avec l'avancée de la science et de la technologie, la littérature n'est-elle pas en train de perdre son lustre, lustre avec L-U-S-T-R-E, d'antan, d'antan c'est autrefois D'-A-N-T-A-N, point d'interrogation. Donc, en résumé, c'est ce que j'avais prévu pour la conclusion. Je vais revenir un peu de façon ramassée sur ça, avec les trois étapes, bilan, point de vue, perspective. Les élèves vont me dire, monsieur, perspective, ce n'est pas trop obligatoire, mais on part au bac. Si vous pouvez le faire, il faut le faire. Si vous ne pouvez pas le faire, n'essayez pas. Moi, c'est ce que je conseille à mes élèves. Vous pouvez le faire, c'est bien. Vous ne pouvez pas, il ne faut pas le faire. Parce qu'il y a des élèves qui, au lieu d'ouvrir des perspectives, ils posent une question qui n'a rien à voir avec le sujet. Par exemple, ils vont vous dire, la littérature n'a-t-elle pas d'autres fonctions? C'est vague. Ou bien la littérature ne peut-elle pas être lyrique? Alors que toi, tu as déjà parlé de lyrisme. Donc, est-ce que toi, tu as compris que ça a des perspectives? Alors que perspective, c'est prolonger la réflexion, prolonger le débat. Donc, j'ai dit, il faut un bilan. Le bilan, c'est le rappel de ce qu'on avait vu dans le corps du devoir, avec les différentes étapes. On commence par la thèse, l'antithèse et la troisième partie. On va faire ça de façon séquencée, de façon logique et chronologique, de la première partie à la dernière partie. Par exemple, ici, on avait la littérature intime, la littérature engagée et la littérature évasive. De la même manière, moi, quand je fais le bilan, le correcteur va savoir que je suis logique. J'ai commencé par la littérature intime, je suis après passé par la littérature engagée et enfin, j'ai parlé de la littérature évasive. J'ai dit ça dans la conclusion en disant que la littérature est un domaine d'étude de l'homme dans son ensemble. Elle se singularise par sa dimension intimiste. Vous voyez, j'ai déjà donc commencé par la littérature intimiste et personnelle, qui peut s'accompagner avec un militantisme social. J'ai parlé de la littérature engagée, ainsi que le désir de l'évasion de la littérature évasive. Donc, en une phrase, j'ai ramassé tout, j'ai rappelé. Donc, en définitive, force est de reconnaître, mais force est de rappeler que la littérature a joué des fonctions diverses et variées, allant de la littérature intime à la littérature évasive en passant par la littérature engagée. Maintenant, à partir de ce moment, je donne ce qu'on appelle mon point de vue. Le point de vue, c'est par rapport au sujet, par rapport aux trois. Moi, qu'est-ce que j'en pense? Quelle est ma position personnelle? Je dis néanmoins, pour notre part personnelle, nous pensons que le charme de la littérature se trouve dans la capacité à combiner l'intime et le social. Ça, c'est ma position personnelle. Ça peut différer d'un élève à un autre. Maintenant, après la deuxième partie, il y a la troisième et dernière partie, l'ouverture des perspectives. Toutefois, aujourd'hui, avec l'avancée de la science et de la technologie, la littérature n'est-elle pas en train de perdre son lustre d'antan? Point d'interrogation. Donc voilà, 45 minutes. Donc il nous reste quelques minutes. Et là, je donne la parole aussi aux élèves
pour des explications, des questions avant voilà, avant de trouver un autre moyen de vous convoquer dans un autre cours. Mariette, oui. Monsieur, Oui. pour le bilan, peut-on pas commencer par le militantisme et terminer par l'évasion? Je n'ai pas entendu. Tu peux enlever mes livres. Hein? D'accord. Mhm. Je disais, Mhm. pour le bilan, Oui. peut-on pas commencer par le militantisme? Monsieur, Pardon. bonjour. Bonsoir, oui. Là, quand tu lisais ce que j'avais écrit, je Oui. pense que vous vous étiez trompé. Parce que Oui. j'ai demandé Mhm. si on peut prendre le conte comme exemple. Le conte. Oui, Oui. comme J'ai dit exemple quoi? sur la littérature. Bien sûr, j'ai dit que les sous-genres, Vous avez... les gens. J'ai dit quoi? Mais quel genre de fonction, sur quelle fonction utiliser le conte? Mais le conte peut avoir plusieurs fonctions. Le conte peut avoir une fonction didactique. Le conte peut avoir Oui, une fonction divertissement. Donc, ça dépend. Le conte oui. a beaucoup de fonctions. Hein. Par exemple, si on prend un Ah, conte d'accord. comme l'os de mort là, il y a une leçon de morale Oui, qu'on peut tirer. Donc, c'est pour oui, enseigner. Donc, le conte peut avoir une mission didactique. De même, le conte peut seulement divertir. Donc, ça dépend oui, de quel conte tu as devant toi et aussi qu'est-ce que tu veux faire connaître au correcteur. C'est ça que je oui, disais tout à l'heure. J'ai dit que le candidat peut avoir une œuvre et expliquer, et moi, je peux prendre la même œuvre et expliquer une autre chose. Par oui, oui, exemple, d'accord. je prends par exemple le conte L'os de Morlam. Quelqu'un vous dira que c'est une leçon de morale. Mais moi, je peux dire que ça fait rire parce que quelqu'un qui fait le mort jusqu'à être enterré. Oui. Donc, ça dépend Oui, de qu'est-ce qu'on veut faire savoir. Donc, le conte peut bel et bien être expliqué quand on a un sujet sur la littérature. Maintenant, oui, dans quelle fonction, ça dépend du candidat. C'est possible, hein? C'est bien oui, oui. possible. D'accord, merci. Merci. Donc, il y a Mbaye Babacar Mbeng. Mbaye Babacar ou Marietou Dramé. Monsieur, Oui. je voulais savoir, Mhm. au niveau du bilan, Oui, c'est bon, oui. Oui. est-ce qu'on peut commencer par le militantisme et terminer par l'évasion, ou bien on devrait suivre l'ordre chronologique? Oui, on suit toujours l'ordre chronologique. Parce que quand je vous demande de me faire un bilan, tu dois Oui, commencer fidèlement. Parce que aussi, il y a certains profs qui regardent ça. Est-ce que l'élève est fidèle? Parce que toi, tu m'avais dit dans le plan que dans un premier temps, nous allons voir ceci. Deuxième oui, temps, cela. Et enfin, là, donc, on va essayer de suivre. Parce que la dissertation, les gens vont dire que c'est un texte aléatoire. Non, non, non. C'est une logique. Et tu vas voir que depuis l'introduction jusqu'à la conclusion, tout est lié. Parce que quand tu avais posé dans votre plan, vous avez dit que pour expliquer la problématique, nous allons voir d'abord, ensuite, enfin. C'est toi qui avais dit ça. Donc, le correcteur s'attend à ce que tu commences par ça. Il y a des élèves qui vous diront, d'abord, nous allons voir la poésie intime. Et tu vas voir qu'ils vont commencer par la poésie engage. Mais celui-là, est-ce qu'il est logique? Il n'est pas logique. Et il oublie que c'est lui qui nous avait dit qu'il va commencer par ça, terminer par ça. Donc, toi aussi, dans votre bilan, n'essaie pas de voir autre chose. Comme tu avais commencé par la littérature intime, commence par la littérature intime. Tu avais terminé avec la littérature évasive, termine avec la littérature évasive. Comme ça, le correcteur saura que toi, tu es logique. C'est bon? d'accord, oui, j'ai bien compris. Merci, Marietou. Donc, la parole à Mbaye Babacar Meng. Après, on va voir les questions. Oui, Mbaye Babacar. Bon, Oui, Mbaye Babacar. bonsoir, monsieur. Oui. Je demandais juste si le point de vue dans la conclusion, le point de vue est-il obligatoire? Oui, très obligatoire même. Le Ok. point de vue est obligatoire. Parce qu'en dissertation, on vous avait dit que la dissertation est une réponse personnelle à une question posée. Mais comment un élève peut traiter un sujet du début à la fin et on ne voit pas sa position personnelle, lui? Parce que du début à la fin, vous avez donné des œuvres, vous avez donné des arguments, mais même si c'est toi qui as écrit ça, hein,
mais au moins, on voit la pensée du candidat de façon tranchée par rapport à la question. Parce que aussi une question mérite une réponse. Et toi, tu avais posé une problématique. Et la problématique était dès le début. Tu as traité toutes les questions qui tournent autour de la problématique. Donc, forcément, dans la conclusion, tu dois maintenant apporter une solution personnelle, une réponse personnelle par rapport aux questions posées depuis depuis l'introduction. Donc, c'est les perspectives qu'on peut peut-être omettre, mais le bilan et le point de vue, c'est obligatoire. Donc, donc, si je comprends bien, le point de vue est une réponse problématique. Oui, c'est ça. C'est ça. Ok. Parce que j'avais dit, la littérature se résume-t-elle à l'expression de l'intimité? Certains ont dit oui, d'autres ont dit non. Toi, quelle est ta position? Tu dis le charme de la littérature, c'est quand l'écrivain arrive à combiner. Je pouvais dire le charme de la littérature, c'est seulement l'intimité. Donc, tu seras d'accord avec l'auteur. Quelqu'un peut dire non, la littérature doit être engagée. C'est sa position personnelle. Le charme de la littérature, c'est quand l'écrivain prend sa plume pour la cause de la société. Là, donc, c'est ton point de vue personnel par rapport à la question posée. Ok, merci. Je comprends bien. Merci. Oui, la parole à Khady Ndiaye. Monsieur, Oui. au niveau de la perspective, de Mhm. l'ouverture, Mhm. c'est-à-dire au niveau, les sujets comme la poésie, le roman et la littérature en général, on peut toujours parler de l'avancée technologique. Ça dépend, ça dépend. Oui, ça dépend. Ça dépend de l'angle de votre étude, mais c'est possible. Mais en tout cas, quand on parle de la littérature, parce que la littérature est un art. Et aujourd'hui, tout le monde a constaté que l'écriture, de même que la lecture, est reléguée au second plan. Si tu vois dans Oui, nos maisons, nous sommes beaucoup plus scotchés devant notre petit écran ou bien notre téléphone. Et ça, c'est à oui. cause de la nouvelle technologie. Donc, on peut, Mhm. de façon peut-être imaginaire, essayer de montrer ce qui est à l'origine de ça, et c'est la science qui a amené ça. Mais par exemple, on vous donne un sujet sur la poésie, tu peux amener une perspective, oui, bel et bien sur la science, sur le roman, sur... La perspective est que ça doit être vraiment réfléchi. Par exemple, on vous donne un sujet sur le roman et tu veux avoir perspective, tu peux donner une autre fonction qui n'a pas été traitée par le sujet. Par exemple, ici, un élève peut Oui, donner une perspective pour dire la littérature aussi n'a-t-elle pas une vocation première qui relève de l'esthétique, par exemple, pour ce oui, sujet-là. C'est possible parce que oui, l'esthétique n'a pas été oui, traitée. c'est... Mhm. Voilà, c'est ça. Dans ce cas, on va essayer de voir ce que le sujet n'a pas traité et que peut-être ça pourrait intéresser les gens. Comme la littérature est un D'accord. art. Et qui parle de art parle de Mhm. beauté. Et le sujet n'a pas traité la beauté. On peut convoquer la beauté? Oui, Bien sûr, c'est possible. d'accord, merci, monsieur. Merci, Hadi. Voilà, donc nous allons essayer de voir comment on va continuer la réflexion. Voilà, pour voir. Donc, on va prendre ces deux-là avant de partir. Il y a Khadija Diop qui a levé la main. Il y a aussi une autre. Khadija Touaye. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, oui. J'avais une question, c'est en dehors de la conclusion. Mhm. L'œuvre d'Ahmadou Kourouma, Dieu n'est pas obligé, on peut l'utiliser pour quelle fonction? Dieu n'est pas obligé de Kourouma. On peut l'utiliser dans la fonction aussi engagée. Parce que quand Kourouma, il faut le comprendre, hein, il a une formule d'écriture qui est personnelle, mais qui s'attaque à des pratiques qui ne sont pas trop catholiques par rapport à sa vision personnelle. Parce que si vous prenez Dieu n'est pas obligé, ou bien vous prenez Monnaie, outrage et défi, c'est des œuvres qui montrent la vraie valeur de Kourouma, qui est une personne qui est attentiste par rapport au vécu quotidien et qui aussi met l'accent sur les pratiques, certaines pratiques ancestrales, certaines pratiques de la société qui sont parfois aux antipodes de ce que la valeur ou bien la morale nous enseigne. Donc, si vous regardez le titre seulement, Dieu n'est pas obligé, est très symbolique.
D'ailleurs, Dieu n'est pas obligé, cela a une signification très philosophique et qui a été déjà amorcé par beaucoup de romans de Kourouma. D'ailleurs, dans le style même de Kourouma, on voit ça. Pourquoi certains ont écrit des articles intitulés Amadou Kourouma le nulard? Parce qu'ils pensent en malinqué et il écrit en français. Si vous prenez par exemple son roman Monnaie, outrage et défi, vous regardez le mot monnaie, vous n'allez jamais voir la signification du mot en français parce que c'est un mot malinqué. Monnaie s'écrit avec M-O, 2 N-E sans aigu. Ça, c'est pas un mot français, mais il dit monnaie, outrage et défi. Donc, Allah n'est pas obligé, monnaie, outrage et défi, en entendant les bords des sauvages. Amadou Kourma est un poète, est un écrivain, est un romancier négro-africain qui est social. C'est-à-dire, lui, il est dans l'engagement. C'est bon? Khadijatou? Merci beaucoup. Oui, merci Khadijatou. Voilà, donc enfin, nous allons prendre Marietou. Marietou, je pense que oui. Marietou, oui. Monsieur, Oui, est-ce qu'on peut parler du recueil poétique de Léopold Sédar Senghor, Tchaka? Chaka. Oui, dans C'est un, l'engagement. c'est un recueil poétique. Oui, Hmm. oui. Ou, Est-ce que tu as lu? Hein? ou Coup de pilon de David Diop. Oui, Coup de pion de David Diop, c'est un recueil de poèmes très engagé même. D'ailleurs, j'ai cité les deux poèmes qui me semblent beaucoup plus importants. Ça veut dire, c'est un, c'est un recueil où il s'attaque réellement à, aux dirigeants africains qui sont dans la complexité, c'est-à-dire c'est les complexés, et aussi les Français qui sont dans l'exploitation des Noirs. Donc c'est bien possible, hein? Mais Tchaka, est-ce que c'est pas un théâtre? Bon, je ne me rappelle plus. Je vais revoir ça, hein, pour vous, avant de dire des choses. Parce que moi, quand c'est pas clair dans ma tête, je reviens, je vais faire des recherches sur ça. Mais Chaka, je pense que c'est pas un recueil de poèmes. Ça peut être une pièce de théâtre ou autre. Mais je suis pas très sûr, mais je vais revenir sur ça le cours prochain, Inch'Allah. D'accord. Mariette, oui? Merci. Euh, j'ai encore une autre question. Oui, L'étranger Mariette. d'Albert Camus, c'est Oui, l'engagement ou bien? oui, oui, parce que quand on parle de l'étranger, Camus, comme son nom l'indique, Meursault, c'est un personnage qui est étranger, parce que la société veut que les gens jouent le jeu, alors que Meursault ne peut pas jouer le jeu. Et quelqu'un donc qui ne peut pas jouer le jeu, il est condamné à mort. C'est ça qui fait que Meursault a été condamné parce qu'il a commis un meurtre. Il a été emprisonné parce qu'il a commis un meurtre, mais il a été condamné à mort parce qu'il n'a pas pleuré le jour de l'enterrement de sa mère. Ça, c'est absurde. Ça dit que là, c'est le thème de l'absurde. Ça dit que la vie même est absurde. Et ce qui est le plus grave dans l'absurdité, c'est que la mort est là, est inévitable. Et cette question-là a été traitée par Camus, et même son pendant, c'était le mythe de Sisyphe. Depuis le mythe de Sisyphe, Camus nous montre que le monde est insensé. Parce que Sisyphe était condamné à faire monter un rocher le long d'une montagne. Et à chaque fois qu'il faisait monter le rocher le long d'une montagne, ça retombait, il recommençait jusqu'à la fin de ses jours. Donc c'est ça qu'on appelle l'absurdité de la condition humaine. Ça dit, nous sommes en train de faire un travail qui ne termine jamais, qui ne se termine jamais. Et que les gens vont me dire, monsieur Sisyphe est fou. J'ai dit, nous tous, nous sommes des Sisyphes. Parce que nous sommes en train de faire un travail. Nous sommes en train de manger depuis notre naissance. Nous sommes en train de boire, de parler. Jusqu'à quand? Jusqu'à la mort. Et ça, c'est absurde. Et nous tous, nous vivons avec un coin de l'esprit où quelque part dans notre esprit, un jour viendra, on va mourir. Donc nous sommes nés pour mourir. Et ça, c'est absurde. Et ça, c'est une réalité. Tout le monde vit ça. Et regardez, entre Meursault et Salomono. Salomono, le vieux là qui avait un singe, un chien. Mais en l'absence du chien, il pleurait. Mais Meursault, après avoir perdu sa mère, il ne pleure pas. Mais ça, c'est absurde. Et là, donc, on disait à la place du cœur, Meursault avait une pierre. Et comme cette personne-là a une pierre à la place du cœur, il ne doit pas vivre, il doit être condamné à mort. C'est ce que Albert Camus voulait montrer pour dire que les gens, on nous juge par rapport à des faits, par rapport à des faits sociaux, alors que normalement, on ne devait pas nous juger pour ça. Et là, si vous prenez Antigone, la même chose. Antigone, quand son oncle Créon avait dit de ne pas réserver de sépulture à son frère, elle a osé braver l'affront. Et même si elle a été prise en flagrant délit, son oncle, sachant l'amour que son fils Aimon vouait à Antigone,
a dit à cette dernière de dire que c'est pas elle. Mais Antigone a dit, je suis né pour dire non et pour mourir. Elle ne ment pas. Mais la société nous impose à mentir, hein. Donc, pour dire que c'est des choses qui arrivent et qu'on ne peut pas peut-être cerner, mais la vie nous demande de dire des choses, de faire des choses malgré nous. Parce que si Mersel avait menti, peut-être, il aurait dû peut-être échapper à la mort. Mais il ne préfère pas mentir. Et regardez même, lorsque sa petite amie Marie lui avait demandé, est-ce que tu m'aimes? Qu'est-ce qu'elle a dit? Et qu'est-ce qu'il a dit? Non, je ne t'aime pas. Bon, je t'estime et j'ai envie d'être avec toi. C'est de façon vraiment tranchée. Mais si c'était nous, on va dire, voilà, non, c'est parce que. Mais lui, il ne joue pas le jeu. Merci. Merci, j'ai bien compris. Merci. La dernière question, Ginda One, et ensuite on va ramasser. Ginda, tu prends la parole ou bien? Voilà, donc, chers élèves, donc voilà la fin de cette séquence-là. Donc, la leçon a été scindée en 4 séquences. La première séquence, c'était la littérature intime. On avait parlé de l'intimité où l'écrivain nous fait vivre sa vie personnelle. Ensuite, nous avons fait état de la littérature engagée où l'auteur dénonce, fait tout, éveiller, enseigner autres. Après, on a fait la littérature évasive avec le besoin de s'échapper du monde avec ses contingences. Et à la fin, nous avons parlé de la conclusion qui se fait en 3 étapes, bilan, point de vue, perspective. Donc voilà en gros ce qu'on avait à faire depuis la séance précédente avec l'introduction. Aujourd'hui, nous avons terminé avec cette leçon-là. Donc la prochaine fois, on va vous faire voir une autre facette d'un exercice type du bac. On vous donne rendez-vous le jeudi prochain, Inch'Allah, pour un autre numéro. Donc, c'est avec ces modestes. Il y a quelqu'un, cher Fall, on le prend. C'est un garçon qui va sauver l'honneur. Cher. Donc, il ne prend pas la parole. Donc, chers élèves, merci de nous avoir suivis avec Takana Academy. Donc, c'est avec ces modestes mots, du reste très impuissants par rapport à la dimension de nos intentions, que nous vous donnons rendez-vous prochainement pour une autre leçon avec Takana Academy. Bonne soirée.